Très bien. Mademoiselle, je vous vois pas au bout, hein. Elle est bien discrète. C'est comme à Radio Courtoisie, là vous avez que l'audio maintenant. L'audio sans l'image. Enfin, c'est bien, ça fait une présence féminine. On a peut-être une ou deux autres, mais encore plus en retard que le reste et moi-même. Ça manque de germanité, hein, dans le milieu français. Là, c'est le côté latin des Français, hein, qui ressort. J'ai vraiment pas fait exprès de faire cette conférence le jour de l'anniversaire des 1 an des Gilets jaunes. Hein, ce qui est bien dans cette salle, c'est qu'elle est assez éclairée. Donc au moins je resplendirai à l'image, à défaut de resplendir au niveau des propos, n'est-ce pas? Et également, après vous êtes enivré de mes paroles, éventuellement, vous aurez à disposition du grignotage et de la vinasse. Donc vous pourrez continuer de vous enivrer complètement, même si c'est avec modération, comme on dit dans les publicités, mais même dans les régions les plus pures de la doctrine chrétienne, ou encore d'Alexis Carrel, qui m'avait étonné dans ses ouvrages de toujours taper sur l'alcoolisme à chaque page, parce que c'est un fléau des campagnes. Bref, pour un fascisme thomiste, et a fortiori catholique, comme ça au moins Louis, ça fait le lien entre tes deux ouvrages, mais également, et surtout, c'est aussi parce que le docteur angélique est en quelque sorte la doctrine officielle de l'Église catholique. Comme disent les papes, souvent ceux qui s'opposent à saint Thomas s'écartent de l'Église, n'est-ce pas? Donc il y a le second ouvrage qui est disponible, malheureusement pas le premier pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à vous le procurer à la fin de cette intervention. Comme dirait mon frère, il faut en profiter comme des profiteroles. Enfin, un jeu de mots. Donc en préambule, le livre lui-même, c'est davantage des commentaires du Duce, en fait, c'est la doctrine du fascisme, donc le petit fascicule de 50 pages, qui est entièrement cité mais découpé en chapitres pour être traité petit à petit, si vous voulez. Il y a ensuite les commentaires de saint Thomas d'Aquin qui viennent derrière, un peu en quelque sorte pour montrer soit la similarité, soit la complétude. On sent que saint Thomas vient un peu compléter le propos, ça donne un peu cet effet-là. Et également les commentaires de l'auteur, évidemment. Alors dit comme ça, ça fait un petit peu commentaire de commentaire, mais je vous rassure, ça n'est pas talmudique, hein, ce ne sont pas des commentaires de rabbin. Pour la conf elle-même, je vais m'inspirer, ajouter d'autres éléments pour, j'allais dire, éviter de trop en révéler. Après, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas m'opposer à son contenu, hein. Ce n'est pas du tout le but. Et pour le titre, il ne faut pas être choqué, il est volontairement hardi, hein, c'est fait exprès, comme ça au moins ça attire l'œil. Je vais essayer d'être le plus pondéré possible, hein. Et même dans le milieu même nationaliste, j'ai remarqué qu'il y a quelques amis qui n'étaient pas tout chaud pour ce thème. Peut-être la peur de l'éclectisme d'ailleurs, hein, quand on veut mêler deux doctrines, en sachant que c'est d'ailleurs quelque chose de condamné par l'Église quand on commence à dire qu'il y a du vrai dans tous les courants, ce qui est un peu de vrai, mais qu'on finit par tous les mélanger, si vous voulez. Donc dans cette intervention, il y a un peu deux volets. Le premier qui sera le volet historique, je pense que c'est important pour contextualiser les choses. Comme ça, on va voir l'unité italienne, une petite partie de la vie personnelle de Benito Mussolini par rapport à la foi catholique, ou encore, de manière générale, la politique pro-catholique, le concordat, ou ce genre de thèmes, si vous voulez. Après, l'essentiel, ça va être surtout des thèmes de philosophie politique, donc si vous préférez sociaux, où on va pouvoir, là, le thomisme va intervenir davantage, si vous voulez. Sur les thèmes d'ailleurs de conférences précédentes, hein, ça pourra rappeler le principe de totalité, les formes de régime, ce genre de choses à laquelle certains étaient présents d'ailleurs, parce que je reconnais là les abonnés qui n'en manquent pas une, hein. Bientôt je vais faire une carte de fidélité, troisième entrée, champagne et tout ça, ça sera pas mal, hein. Voilà, la nature humaine, nature de la cité, le temporel, le spirituel, la force impériale, révolution, etc. Pour les questions à venir, évitez de me couper, donc ce sera tout à la fin, je les accepte volontiers. Si vous n'avez pas compris quelque chose, mais également les remarques intelligentes et, j'allais dire, même de complétude. Donc, s'il y a un élément de grande importance que j'ai oublié, n'hésitez pas.
je suis tout à fait ouvert et ça m'intéresse. D'ailleurs, je vous fais confiance parce que le sujet est déjà plus sélectif que le dernier. Donc ça évitera les quelques accidents, hein, ce qui est dommage parce que je suis assez fier de mon auditoire. La dernière fois, ça avait dégénéré dans l'amitié, en débat théologique, parce qu'il y avait MJCF et des jeunes de l'IMBC. Donc c'était pas mal quand même. Évidemment, quand on parle de fascisme et de thomisme, il y a bien le « et », donc ça sépare les deux choses. Hein. On traite de deux entités distinctes. Il ne s'agit surtout pas de les mélanger, encore moins de faire de Benito un thomiste de formation, ce qu'il n'était pas, ce serait d'ailleurs totalement anachronique. Donc tout ceci est écarté, hein, si vous voulez. Et il y a tout de même des buts fixés à cette intervention, donc comme je disais, un petit peu la concordance entre les deux pensées, ou la complétude, et surtout pour amener les uns à s'intéresser à l'autre, soit les thomistes au fascisme, soit les fascistes au thomisme. Comme disait Louis aussi également, faire entrer le thème dans la littérature du milieu, parce que ça manquait un peu, et je pense qu'il y a un filon à exploiter, si vous voulez, même si c'était préparé en germe, c'est vrai, par certains auteurs comme Jean-Jacques Stormé, même s'il le faisait inventer Hegel par la même occasion, ou même de Oswald, hein, qui a quand même quelques années de militantisme et qui avait fait ça plutôt avec du sérieux. Hein. Quand on parlait d'hitlérotomisme, c'était du troll à l'époque, évidemment. Faut bien s'amuser un petit peu. Donc sinon, fascisme thomiste, on peut dire qu'il a été, entre guillemets, incarné tout à fait au cercle dernier par l'abbé Julio Mendiel, qui a eu son doctorat à Rome en matière de thomisme, et qui, prêtre argentin, a soutenu de manière générale les régimes fascistes, si vous voulez, à l'universel, hein, pas seulement pour l'expérience particulière italienne, n'est-ce pas? Donc comme quoi, si on pense que Rouanet délire, non, il y a quand même une petite matière derrière tout ça. On entre dans le vif du sujet, donc unité italienne, un peu traitée conjointement avec la question de l'Église. Déjà, d'abord, contexte historique passé, je pense que c'est important de voir petit à petit les choses. Excusez-moi, je vais remonter assez loin, mais croyez-moi, ça va être bref, il faut juste avoir une petite idée de chronologie, si vous voulez. Donc l'Antiquité, évidemment, aucune unité politique concrète, surtout au sens moderne, avec l'État-nation, si vous voulez. Là, ce serait totalement anachronique d'en parler de cette manière-là. Mais il y avait quand même une espèce de conscience, et sinon une unité culturelle, ne serait-ce que par le roman national. Donc là, je pense à Virgile, par exemple. Quand Virgile parle dans les Énéides des Saturnins, c'est un synonyme pour lui pour parler des Italiens, en fait, des Romains de l'époque, en les distinguant de l'Empire romain, de ce qu'ils avaient conquis, si vous voulez, déjà à l'époque. Donc ça s'observe dans l'histoire. Quelquefois, il y a une unité culturelle, on pourrait se dire, ils appellent une unité politique. Si y a cette unité-là, bah, passons à la suite. Bon, ça se fait pas forcément. Et ça peut être même le cas de l'Occitanie au XIIe siècle, qui, avant de se faire envahir par l'Empire franc, avait une langue assez unifiée finalement, et unité qu'elle ne retrouvera jamais plus par la suite. D'ailleurs, maintenant, on peut dire un occitan, mais surtout ses variantes séparées, etc. Donc, quelquefois, il peut y avoir l'un et pas l'autre, comme on le voit avec la période antique, et comme disait Marc Aurèle, là aussi, il y avait quand même une distinction. Lui, en tant qu'antonin, c'était le mouvement culturel, hein. En tant qu'antonin, je suis romain, et en tant qu'humain, je suis en quelque sorte citoyen du monde. Ça existait déjà, hein. C'est pas du tout un délire finalement, c'est juste que les cosmopolites d'aujourd'hui se revendiquent citoyens du monde, mais ils oublient aussi qu'ils sont un petit peu particularisés, hein. Ils ont grandi dans une famille, dans une nation, avec une certaine langue, une certaine culture, qu'ils influencent malgré eux et qu'ils renient. Ce qui est totalement ingrat, n'est-ce pas? Aussi, avec Rome, on peut dire que, comme toujours, les poètes immortalisent la ville. Donc, j'allais dire, elle peut crouler sous le Vésuve, c'est plutôt à Naples, mais ou sous les ingénieurs du Zimbabwe, ce genre de choses. Hein. Rome existera toujours par la poésie, n'est-ce pas? C'est la ville éternelle, la città eterna, che splende sotto il sole. Conflit médiéval, vous avez les guelfes et les gibelins, c'est un conflit assez complexe parce qu'il y a encore des normes internes, un guelfe noir proche de Boniface VIII, ce qui dominait à Florence, et Dante qui lui était plutôt guelfe blanc d'ailleurs. Alors on dira les autres sont pro-empereur, les autres pro-pape, donc ce pro-empereur serait en quelque sorte anti-pape, enfin l'anticléricalisme d'époque n'existait pas, et c'est plus compliqué que ça finalement, c'était surtout une querelle par rapport à la juridiction de l'Église ou encore de la possession du pouvoir temporel, notamment sur l'Italie. Et la position des papes sur ce sujet, cette mécompréhension d'ailleurs de distinction, d'articulation, d'ordre temporel, spirituel, naturel, surnaturel, a donné lieu à de gros conflits qui sont très délétères pour l'Europe et la chrétienté, et qui, avec la lutte du sacerdoce et de l'Empire, par exemple, par rapport à la Germanie, a laissé un goût amer, de très mauvaises traces
Ce qui fait que quand ils ont vu apparaître le protestantisme, ils ont vu en quelque sorte la lumière, quoi. Au moins le conflit n'existait plus, bon bah il suffisait juste de balancer le pape à la poubelle, grosso modo, si vous préférez. Donc période médiévale, voilà, vous avez quand même toute une série de courants culturels, si vous voulez. Dante, même dans son De Monarchia, a fini dans l'index pour raisons disciplinaires et assez temporaires, puisque ça a été retiré. Parce qu'il y avait un certain soutien de l'empereur, oui, chez lui, alors que finalement, bah, aujourd'hui, ça apparaît comme, je veux dire, des doctrines tout à fait classiques entre les deux. Il disait, dans son livre 3, c'est qu'un tout petit passage, hein, que César donc témoigne à Pierre ce respect que le fils aîné doit à son père, parce qu'il est éclairé par la lumière de la bonté paternelle. Que cette lumière brille avec le plus grand éclat sur le monde, dont César n'est le chef que par la puissance de celui qui gouverne le royaume temporel. En soi, c'est assez orthodoxe, ça ne s'oppose pas du tout aux doctrines de Boniface VIII ou quoi que ce soit, et les autres passages également. Lors de la Renaissance, on peut dire, par rapport à l'Italie, que c'est le moment où eux atteignent le plus haut niveau culturel, en termes littéraires, artistiques, je veux dire, en témoignent tout à fait les différentes œuvres dont nous bénéficions aujourd'hui. Ça donnait une sommité intellectuelle telle que Pic de la Mirandole ou ce genre de choses, si vous voyez. Et voilà, le début de l'accès. En fait, cette période est caractérisée par ce que les Italiens avaient à disposition, si vous voulez. Donc, évidemment, doctrine ecclésiastique, ça c'est sûr, ils connaissaient bien la gréco-romanité, mais également un début d'intérêt pour l'hébreu, pour s'intéresser à la Kabbale, ou encore même de la philosophie arabe. Alors, donc ça explique un petit peu toutes ces tendances qu'il y a pu avoir lors de cette période-là. Et on a fini par s'intéresser d'ailleurs par la même occasion à la question juive. C'est à partir du XIIe, XIIIe siècle que les chrétiens finissent par comprendre ce que ça signifie réellement. Petit aparté, vous me direz, mais croyez-moi, je ne sors pas du thème, il y a quand même un rôle de la France dans l'éclosion aussi de ces nations, puisqu'elle a un caractère assez particulier. À l'effondrement de l'Empire romain, ce sont des populations germaniques qui reprennent un peu la force impériale, la force administrative. Donc ça a donné le royaume des Francs, Clovis, chez nous. Et ensuite, on peut citer chez nous Philippe Auguste, par exemple. On voit un début de naissance de l'unité nationale où le peuple français se soulève pour défendre la couronne. Ça peut être la bataille de Bouvines, hein, je pense à ça. C'est un élément assez central aussi dans notre histoire. Ou encore Philippe le Bel, qu'on aime pas, qui est très, très critiqué certes, mais qui a en quelque sorte proclamé la souveraineté de la France contre le Saint-Empire romain germanique, qui était somme toute reconnu comme la puissance impériale officielle et même de l'Église catholique, quels qu'en soient les conflits. Donc la France a le souverainisme français dont on entend parler encore aujourd'hui et qui est récupéré beaucoup par des gaullistes, des jacobins, parce que voilà, il y a eu des siècles qui sont passés entre-temps, et ben finalement est assez français, il faut bien le dire. Hein. Parce qu'avant, le Saint-Empire romain germanique, c'est régner sur des coutumes et des règles. Ça rappelle un peu l'Europe fédérale de l'Union européenne aujourd'hui, quoi, parce qu'ils ont un héritage moins gallican, moins jacobin chez eux. L'ironie du sort, d'ailleurs, c'est Charles VII qui est remis sur le trône par Sainte Jeanne d'Arc, qui va proclamer la pragmatique sanction de Bourges. Donc il y avait déjà un début douteux de gallicanisme qui mettait à mal la juridiction de l'Église avec les Capétiens essentiellement. Ça remonte à 1438 avec le Concordat de Boulogne. François Ier, là, la rupture est consommée, je veux dire c'est officiel, c'est même plus douteux. 1516, un petit saut dans le temps. Et après 89, finalement, il y a cette unité nationale qui se concrétise, qui finalement était, on peut dire, en puissance au moins chez les Capétiens et qui finit en acte derrière, pour reprendre un peu des formules aristotéliciennes. Et par le biais de la France, ça finit par rembraser le monde finalement, hein. Ne serait-ce que par les conquêtes napoléoniennes, si vous voulez, ça a influencé dans le reste de l'Europe, avec la philosophie des Lumières et les hautes loges maçonniques, c'est vrai. Le principe s'est exporté universellement, si vous voulez. Sans empêcher, après, le principe national peut très bien émerger, sans contredire les principes provinciaux ou européens, continentaux, mondiaux, etc. Ce sont des échelons de nature différentes, mais qui tiennent une place dans l'ordre naturel, si vous voulez. C'est ce qui fait un peu le charme et la saloperie des Français, d'ailleurs, d'être très à part, de toujours remettre tout en question et tout ça. Mais voilà, c'est là où les Allemands, eux, prennent une directive, ils se lancent dans le truc et on les arrête plus, quoi. Donc, quand ils prennent une bonne direction, c'est très bien. Quand elle est mauvaise, heureusement que les Français sont là pour, j'allais dire, empêcher
de tourner en rond. Donc voilà, c'est bref mais assez chronologique. Et là, je reviens focus sur l'Italie avec contexte un peu plus récent tout de même. C'est que chez eux, ils ont donc un héritage un peu plus fédéral, féodal, si vous voulez. Donc c'est souvent le pape et les provinces, hein. À part face Garibaldi, face Mussolini, avec ces distinctions, attention, pas d'amalgame, évidemment, c'est plus facilement décentralisé chez eux. Il faut, et d'ailleurs chez les voisins européens également, hein, c'est chez nous très français, hein, ce centralisme. Ils ont eu une unité tardive sur leurs voisins, c'est pour ça qu'il y avait la sensation de retard, si vous voulez, même dans l'impérialisme, dans la colonisation italienne, ça s'est fait très vite sous Mussolini. On attaque la Libye, l'Éthiopie, tout ça, et puis à coup de terrorisme d'ailleurs, parce qu'ils s'attendaient pas à ce que les Éthiopiens soient finalement assez résistants. C'est que les Britanniques les avaient colonisés précédemment. La France et l'Angleterre détenaient déjà une bonne part, étaient bien engagés dans le truc. Donc eux se sont un peu précipités dans la chose, mais finalement c'est un courant européen quoi, hein, assez généralisé. Comme je disais, vient les épopées aussi napoléoniennes, donc premier, le numéro 3, etc. Ça finit d'influencer le reste de l'Europe, et l'Italie a même été un gros centre humaniste lors de la Renaissance, et puis après humaniste à la sauce maçonnique, c'est-à-dire plus abstrait après cette phase-là, si vous voulez. Ce qui a donné un nationalisme fatalement de gauche, en tout cas, et avec ce Garibaldi, en fait. C'est-à-dire que l'unité nationale arrive après toutes ces influences. Donc vous voyez, il y a un contexte, hein, c'est une lente maturation finalement, mais ces rappels, je pense, sont importants pour préparer le terrain et comprendre un peu la chose. Vous avez aussi le Risorgimento, qui est voilà, révolution bourgeoise à l'italienne, si vous voulez, hein, deuxième moitié du 19e. Mais où d'ailleurs la maison de Savoie, c'est avec Cavour, c'est un franc-mac d'ailleurs, mais patriote à la républicaine si vous voulez, commençait à unifier le nord et le sud de l'Italie par exemple. Voilà. Donc il y avait des prémices à cela, malgré une fracture ethnique chez eux qui est peut-être un peu plus forte que chez nous, avec le sud un peu plus métissé ou plus grec, ne serait-ce que dans sa culture. Et le nord assez germanique chez nous, d'accord, plus romain au sud, Languedoc, plus franc au nord, Languedoc, mais finalement héritage commun celtique entre les deux. Hein. Celtique et gaulois, comme fait une erreur gravissime, hein, n'est-ce pas, irrémissible. Hein, c'est la même chose. Hein. C'est juste que l'un des deux mots est romain. Ensuite, vous avez tout de même dans ce nationalisme italien même des éléments de droite, hein, même si c'était pas généralisé la majorité. Certes, chez eux, c'était peut-être plus romain et fédéral, mais on avait la figure de Gioberti, par exemple, qui était un homme d'État et qui représentait à l'époque la plus parfaite opposition à Giuseppe Mazzini, par exemple. Humanisme abstrait, haute loge, comme je disais. Également, même le pape Pie IX, on peut dire, certes, c'est pas l'unité italienne moderne, mais finalement, même face à l'hégémonie autrichienne, il a défendu quand même une certaine notion de l'Italie un peu plus indépendante, si vous voulez. Après, évidemment, sans déclarer la guerre à l'Autriche directement, hein, parce que c'est du fait du caractère international de l'Église militante, ça serait un peu hors sujet. Ensuite, vous avez le contexte encore plus récent, c'est post-Grande Guerre, et finalement, c'est là que l'esprit fasciste naît. Les associations d'anciens combattants et le fascisme, des fois on se demande si c'est pas strictement la même chose, quoi, hein. C'était un sacré terreau, et finalement face à ce front commun, l'unification de toutes les régions, enfin des gens de toutes les régions qui combattaient pour le pays, l'esprit de sacrifice, de camaraderie que ça a pu provoquer, voilà, a pu contribuer à ce tout national en fait finalement. Là aussi c'est un élément non négligeable si vous voulez. Et même les Italiens, c'est peut-être pas revanchard à l'allemande, parce qu'il n'y a pas une défaite officielle. Officiellement, ils sont plutôt vainqueurs, mais enfin, ils sont revenus bredouilles, on va dire. Hein. Donc, c'est la tête basse, les Italiens. Donc, ça fait quand même, ça peut expliquer une réaction assez forte. Et en 1919, donc, fondation des fasci, les faisceaux, si vous voulez. Et en effet, au début, c'est beaucoup plus volontariste, puisqu'il s'agissait d'unifier dans une base minimale, voilà, patriotisme et contre le danger communiste finalement. Ça va être les bases de réunion de la chose face à un danger immédiat. Mais même là, Piero Michatelli remarque une chose, c'est vrai qu'il y a une vérité chrétienne là-dedans, ou si vous préférez universelle, d'excommunier un peu les hérétiques de la patrie, quoi. Il y a nous les patriotes et ceux qui sont dans l'hérésie, quoi, les cosmopolites en face. Hein. Et ça fait une séparation nette qui exprime tout de même une vérité, hein, si vous voulez.
Et après la prise de pouvoir de Benito Mussolini, c'est d'ailleurs là où officiellement le chef dit qu'il faut se donner un corps de doctrine sous peine de disparaître. Ce sont carrément ces mots. Peut-être qu'il utilise un autre synonyme, mais croyez-moi, c'est ce qu'il dit. Et c'est intéressant, et c'est là où on peut dire que d'accord, il y a aussi un aspect intellectualiste, ou si vous préférez doctrinal, mais uniquement à partir de là. C'est d'ailleurs sur la prise de pouvoir qu'il a dit qu'il fallait se donner ce corps de doctrine. Et le génie du Ventennio, un peu en conclusion de ce sous-chapitre, c'est d'avoir un peu réconcilié l'unité italienne et l'Église finalement. C'est ça qui est intéressant, malgré en effet son origine historique d'extrême gauche, on peut le dire. Sauf que extrême gauche d'époque, donc qui n'est pas tout à fait celle d'aujourd'hui. Là aussi, je ne vais pas me répéter avec pas d'amalgame, enfin voyez. Petit aparté, je reviendrai d'ailleurs avec la doctrine thomiste sur ce parti populaire italien, i Popolari, et en fait c'était les démocrates chrétiens de l'époque, qui étaient déjà de sacrés modernistes au sens religieux. Et chez eux, c'est encore plus fort que chez nous, parce qu'on a Marc Sangnier en équivalent, et eux c'est le père Don Sturzo, c'est carrément un clerc, qui était leur porte-parole. Il y a des équivalents en Europe, après avec le Zentrum en Allemagne, etc. Et ce qu'il y avait de compliqué à ce moment-là, c'est qu'ils prétendaient avoir le monopole du catholicisme, et en effet, ils avaient une certaine représentation officielle, quoi. Globalement, les gens se disaient que pensent les catholiques de la politique actuellement, paf, c'était limite une référence parce qu'ils sortaient en premier. Donc, problématique, n'est-ce pas? Et c'est avant Vatican II en plus. Pour faire très moderne, il parlait de lutte des classes. C'était dans un sens chrétien. Alors là, c'est le Christ prolo, vous savez, qui se rebelle contre les bourgeois ou je sais pas quoi. C'est un peu le El Cristo Revolucionario de Chavez, mais alors un siècle à l'avance, on était gâtés à ce moment-là. Et il surfait sur cette vague à l'heure de la menace rouge. C'est quand même scandaleux quand on y pense. Les gars n'ont pas froid aux yeux. Et pour eux, la société est purement conventionnelle. C'est influence des Lumières, là aussi, contrat social, rousseauiste et tout ça. Il n'y a pas de réalité concrète là-dedans, dans leur mode de pensée. Ils acceptent tout à fait l'anticléricalisme sauce maçonnique, c'est-à-dire le principe de la loi 1905, par exemple, de séparation de l'Église et de l'État. Ils sont tout à fait d'accord avec ça pour l'Italie, si vous voulez. Le principe d'autorité même n'est pas extérieur chez eux, pardon, c'est pas une verticalité qui dans l'absolu vient de Dieu, c'est intérieur, c'est-à-dire moi, l'individu qui décide des choses, voilà, là aussi c'est très moderne, très moderniste, au sens le plus pur si j'ose dire, et voilà, presque la finalité c'est de dire que c'est l'homme qui crée Dieu parce qu'il y croit, quoi. Là aussi ceux qui nient la religion chrétienne emploient les mêmes formules d'ailleurs, l'homme a inventé Dieu, vous connaissez. Donc voilà, subjectivisme, le principe de la souveraineté populaire, ils avaient assimilé tous ces faux dogmes, si vous voulez, modernes. Et le père Don Sturzo, dans son livre Parti populaire et fascisme, il l'a sorti en 1924, donc tout de même le fascisme commençait à apparaître, à être connu, et même dirigé. Il dénonce dedans Benito Mussolini textuellement comme un nationaliste clérical. Et croyez-moi, le mot qui le dérange le plus dans la formule, c'est clérical. C'est énorme. Là aussi, il n'a pas froid aux yeux. C'est ce qui gêne. C'est un contexte dingue, un clerc qui vous dit ça, tout ça. Incroyable. Donc je reviendrai un peu sur le thème de démocratie chrétienne avec l'Aquinat. Concordat entre l'Italie et le Vatican, aussi sujet important, 1929, issu des accords du Latran, etc., où même Mussolini est qualifié textuellement de l'homme de la Providence par le pape Pie XI. C'est sa formule. Parce que c'était une chose inespérée dans le contexte de guerre civile, de problèmes européens, avec 1917, les bolcheviks, l'invasion de l'Europe, si vous voulez, et tout l'anticléricalisme du 19e siècle. Enfin, on sort de sacrées choses. Donc là, un concordat, des accords du Latran et tout ça, c'est chose inespérée. Et ça a donné une indépendance étatique vaticane, d'ailleurs, qui peut-être là aussi ils avaient en puissance de tout temps, mais voilà, là au moins c'est en acte, c'est juridique, c'est reconnu, et on l'a encore de nos jours, n'est-ce pas, Vatican, État à part entière. Et ce qui démontre tout de même un attachement entre fascisme et catholicisme, puisque comme le fait remarquer Louis d'ailleurs, la Convention, dans la période révolutionnaire en France, voilà, la religion de la majorité des catholiques, pour reprendre une formule assez rousseauiste, bonapartiste, eh bien, était le catholicisme, et pourtant ça n'a pas du tout empêché la Convention de ne pas faire du pragmatisme, de la démagogie, mais au contraire d'être très très hostile à cette religion et à ses clercs.
Donc intéressant tout de même de souligner ça. Et puis comme je disais, avec les dictatures, vous savez, il ne faut pas du tout être dans les conceptions de démocratie et de démagogie. Quand les hommes disent on va faire ça, en dictature, ils le font. Hein. Ils le pensent, ils le disent, et après ils passent à l'acte. Donc cette notion de démagogie, ça s'applique peut-être plus à Napoléon qu'à Mussolini pour le coup. Et je vous cite cette déclaration de Pie XI, peut-être assez méconnue, lors du Noël 1924, où il y a une tentative d'assassinat contre le Duce. Il parle voilà, de l'Italie qui n'a pas échappé aux orages, etc. Il dit « Tout d'abord, elle fut secouée d'horreur et d'indignation par un fol attentat contre cet homme qui, donc le Duce, avec une énergie et une vigueur si rares, tient les rênes du gouvernement, et l'on tremble à bon droit pour le salut de l'État toutes les fois que sa vie est menacée. Mais par une assistance des plus efficaces et presque visibles de la divine providence, ce premier mouvement d'horreur et de colère a pu faire place aux joyeuses acclamations de tout un peuple, aux félicitations, aux actions de grâce, et l'on a publiquement remercié le Dieu Sauveur d'avoir arraché à la mort, sans même qu'il soit blessé, cet homme sur le point de périr. Nous aussi, informés de l'événement parmi les premiers, nous fûmes parmi les premiers à offrir de justes actions de grâce à Dieu. Piero Michatelli, dans Le fascisme et les catholiques, c'est écrit à Milan en 1924, même année que le père d'Arnostronzo, d'ailleurs, du bouquin précité. Grâce au fascisme, le crucifix est retourné à l'école, la croix montée au sommet du Capitole. Ainsi, à l'école primaire, où se forme la conscience de la jeunesse, l'enseignement religieux a été rétabli. La loi qui tend à réprimer les excès de la presse, parce qu'il était interdit de critiquer le Duce et le pape dans la presse, qui d'ailleurs a légitimé entre autres la suppression des presses communistes par le même biais, avait été appliquée. La loi contre la franc-maçonnerie, les lois de la protection de la morale publique et de la famille, les prévoyances pour l'enfance, toute cette législation s'inspire des plus pures doctrines catholiques. C'est au gouvernement fasciste que l'on doit la fondation à Milan par les catholiques de l'université du Sacré-Cœur, qui a bénéficié d'une reconnaissance étatique, qui formait une élite tout de même pour la patrie italienne. Donc cette formule aussi de clérico-fascisme, bon, elle vient d'historiens somme toute assez légalistes, quelquefois de gauchistes, mais c'est reconnu à l'international et elle est tout de même intéressante parce qu'il y a en effet matière, même si elle désigne aussi les catholiques clercs ou laïcs qui ont servi, qui ont soutenu le régime, malgré, il est vrai, certaines réserves du Saint-Siège. On a l'exemple là aussi de Monseigneur Umberto Benigni, qui, durant l'entre-deux-guerres, donc a soutenu, le Ventennio, a soutenu le régime, avec sa revue dans un sens très anti-démocrate chrétien, finalement, et même son triptyque, c'était Religione, Patria et Familia. Il n'y a pas besoin de traduire, n'est-ce pas? Et après 1945, il a été totalement méprisé de tout le monde, des clercs, de ses amis, et mort dans l'isolement. Même la question des cadres ésotériques, parce que en effet, il y en avait, et de nombreux dans le fascisme, même encore plus à ses débuts, eh bien, elle s'explique déjà par tout le contexte dont j'avais parlé précédemment. Il faut bien voir qu'il y a eu l'opposition des papes à l'unité italienne, le siècle des Lumières, l'influence en Italie. Il y a toutes ces choses-là qui font que voilà, c'est un poncif de dire que l'Italie est très pieuse. Vous savez, même aujourd'hui, on a tendance à dire les Italiens et les Espagnols sont restés très catholiques par rapport à nous. Alors, il y a peut-être un peu de vrai, plus conservateur, ça a duré plus longtemps chez eux, il y a un temps de retard, certainement, mais en soi, globalement, l'Europe de l'Ouest a suivi un même courant, il faut bien le dire, il faut bien le rappeler. Donc, c'est par la sociologie italienne déjà qu'on explique un peu ces choses-là, l'héritage un peu orientalisant qui date de la Renaissance, voilà, on peut l'influence de l'illuminisme, voilà. Et l'air de rien, ces cadres ésotériques avaient abandonné Mussolini lors de sa volonté de destitution en 1943. Alors bon, on peut dire, il y a un peu d'arrivisme, il y a un peu le fait de se dire c'était foutu, donc on passe à autre chose. Mais finalement, c'est Badoglio d'Annunzio ou Italo Balbo, qui avait été un cadre libyen, là, ont un peu été des sortes de fascistes dissidents, parce que voilà, la politique était quand même très chrétienne à ce niveau-là. C'est l'ami Sangue Dolce qui m'avait donné quelques éléments en ce sens. Et sur la conversion un peu particulière de Benito, on peut citer un peu une phase de sa biographie. Il y a Jacques Loncardassa qui retrace un peu sa vie et sa doctrine en résumé, et qui traite en effet son enfance catholique.
son adolescence tumultueuse, et ensuite le fait qu'il s'éloigne de la foi. En fait, il n'a jamais renié totalement la foi chrétienne, mais il y a eu une phase, disons, d'extrême gauche assez anticléricale, et encore dans ses critiques, c'était très hostile à cause de la modernisation, dans tous les sens du terme, du clergé d'ailleurs. Donc ça aussi, c'est un élément qui n'a pas aidé, mais du temps où il est devenu duce, il s'est reconverti, c'est quand même un élément à souligner. On peut citer cette lettre envoyée par Mussolini au Padre Pio, le 2 juillet 24. « Cher et éminent frère, je témoigne de votre amour pour la vérité. Elle m'a ramené à Dieu. Votre foi est vraiment pour moi l'objet de la préparation à la réconciliation de fasciste à fasciste, croyez-moi, votre Mussolini. » Et d'ailleurs, il y a d'autres propos du Padre Pio en ce sens qui circulent sur le net, malgré un en Italie d'ailleurs qui est faux. Il faut faire attention aux images, là il y en avait un qui était foireux, mais sinon les quelques autres sont tout à fait vrais. Et il disait, Mussolini a toujours été présenté de son côté le plus négatif, jamais comme un sauveur, ce qu'il a été de notre patrie. Et il y a aussi après-guerre 2 tomes de prêtres démocrates chrétiens, donc un qui va retenir notre attention, qui avait traité de la chose honnêtement. Donc il commence en préambule d'ailleurs en disant que Mussolini c'est pas trop leur tasse de thé. Hein. Donc comme quoi c'est intéressant. Vous avez le titre Religiosité, bonté paternelle, pauvreté angélique, tragédie et testament de Mussolini. Et là-dedans, on voit aussi que le Padre Pio, quand il rencontre Dame Rachele, c'est-à-dire la femme de Mussolini, lui dit d'un seul coup, dans les années 50, il alla lui rendre visite, hein, et à San Giovanni Rotondo, et à peine il la vit, il lui dit textuellement « Ton mari est sauvé, pense à te sauver toi », en voyant les bienfaits de sa politique, grosso modo. Et ce prêtre démocrate chrétien, donc je cite une partie du tome, « Ils vous ont dit qu'il était athée, anticlérical, franc-maçon, matérialiste, tyran comme Staline. En fait, tout cela est faux. Je retranscris dans ce livre tout ce qu'il a dit et tout ce que les grands personnages de cette époque ont dit concernant la foi du Duce. Après cette lecture, vous me direz vous-même qui a été Benito Mussolini. Ne vous faites pas embobiner par ceux qui disent qu'il feignait d'être religieux pour des motifs de propagande, parce que c'est tout le contraire. Il fit le gros dur pour apparaître athée, bouffeur de curé, mais il était profondément catholique, mais pécheur comme nous tous. Jugez vous-même, je relate seulement les faits. » Le Duce définit saint François dans un discours au Parlement comme génie de la poésie la plus élevée, comme Dante, le plus audacieux navigateur, comme Colombo, l'âme la plus profonde de l'art et de la science, comme Léonard de Vinci, et encore le plus saint des Italiens et le plus saint des saints. Parlant de la pureté de son caractère, simplicité de l'esprit, ardeur des conquêtes idéales, vertu du renoncement et du sacrifice suprême, le plus grand parmi les grands, élevant la croix du Christ, les signes de la charité et de la paix universelle. Également, au Parlement de 1922, Mussolini disait « Seulement dans la foi en Dieu, on peut rejoindre le niveau maximum dans chaque science et dans chaque domaine. » Comme dirait Monseigneur Baudrillard, pour un peu envoyer une pique au maréchal Pétain, d'ailleurs, il disait « On en attend autant de lui ». Et c'était par rapport aux formules d'Hitler, hein, même pas de Mussolini, qui dans ses discours politiques publics parlait de divine providence, du bon Dieu, etc. Ce qui est en effet tout à fait absent chez Pétain, malgré une politique là aussi pro-catholique. Hein. Voilà, donc pour dire Benito était là pour manipuler du catho et tout ça, c'est tout à fait une critique finalement de tradit de base, de Royco et de démocrates chrétiens. On va appeler un chat un chat. Comme je disais, en dictature, les hommes agissent comme ils sont, comme ils l'entendent. Et après, c'est sûr que dans la doctrine du fascisme, si vous lisez section religieuse, en fait, c'est de la spiritualité, c'est d'ordre, c'est un mot qui renferme un double sens. Hein. Spirituel, ça peut être l'esprit comme l'âme. Donc, ça reste à échelle plus naturelle. Il ne faut pas le lire de manière ultramontaine. Hein. Là, sinon, vous allez être tout à fait déçus. Hein. J'en conviens. Et vous avez même un exemple, c'est peut-être pas reconnu officiellement par l'Église, mais bon, c'est un cas historique, ça peut être à étudier. Il y a une servante de Dieu qui portait les stigmates du Christ, comme le Padre Pio d'ailleurs, Edwige Carboni, qui avait vu en apprenant d'abord la mort de Mussolini, pendu par les libéraux communistes, pour faire simple, en 1945, avait fait dire des messes en son nom, et elle témoigne dans son journal intime d'une apparition de Mussolini, lui annonçant qu'il était au purgatoire grâce à elle, enfin non, qu'il était sorti du purgatoire, je crois. Voilà, donc ça c'est un fait historique à relater, quoi. Et dans son conflit avec Pie XI, parce qu'en effet il y a eu
des frictions, mais en même temps des points positifs, si vous voulez. Là aussi, le tradit de base a tendance à brandir une encyclique comme ça et à tout jeter au feu, si vous voulez. Mais quand on s'intéresse à l'histoire de l'Église en tant que catholique, il y a tout de même pas que les encycliques qui sont une partie des documents du pape, il y a les actes, les discours, des lettres, même si elles sont privées, c'est tout à fait intéressant parce qu'il dit tout à fait ce qu'il pense, hein, en toute liberté. Donc, et en plus, dans les régimes, on peut dire que par l'Église, tout a été condamné presque dans une certaine mesure. C'est là que c'est intéressant aussi. Tout a été condamné dans une certaine mesure. Donc le côté aussi même, vous les fachos, vous êtes condamnés 1000 fois, je suis royaliste, etc. Bah, Unam Sanctam, par exemple, c'est un gros problème avec le royaume de France, mais ne condamne pas en soi le principe de royauté. Voilà, ça n'a rien à voir. Donc là aussi, il ne faut pas tout confondre. Et il y avait un conflit interne déjà, parce que essentiellement c'est ça, c'est l'étatisme par rapport à l'école, et également le conflit interne entre action fasciste et action des familles catholiques, si vous voulez. Donc c'est surtout à ce niveau-là que ça avait péché, mais autrement, soutien total en matière de corporation, même d'étatisme par rapport à Quadragesimo Anno, c'est finalement un enseignement très, très similaire avec l'État qui créait, etc. Et même cette action doublée entre catholiques et fascistes, finalement le pape a longtemps voulu que les deux actions soient maintenues, parce qu'autrement celle fasciste allait être beaucoup plus païenne, n'est-ce pas? Et d'ailleurs seul dans les encycliques le communisme a été donné nommément, hein, c'est textuellement cité, et comme intrinsèquement pervers. Donc là en effet on peut se dire que la condamnation est franchement formelle, hein. C'est dans Divine Redemptoris. Et d'ailleurs, dans la réalisation politique de Mussolini, on peut souligner que là aussi, dans l'origine de la droite nationaliste italienne, fin 19e, début 20e, il y avait Enrico Corradini, c'est Jacques Poncardassa qui le souligne dans Doctrine du nationalisme, qui était très intéressant. On voit qu'il a appliqué totalement ce qu'avait fait à travers sa revue, ses livres et son mouvement Enrico Corradini, restaurer les gloires romaines impériales antiques, la volonté de coloniser, de faire l'unité italienne, la politique anti-maçonnique, la politique pro-catholique, tout ça était contenu chez Enrico Corradini. C'est amusant de voir à quel point Mussolini a réalisé cette pensée d'un nationaliste de droite catholique italienne, si vous voulez. L'encyclique, c'est Non abbiamo bisogno, hein, de sous-siècle facile, vous avez oublié de donner le nom. Donc, seconde partie, celle du thème plus philosophique, là où le thomisme intervient plus, n'est-ce pas? En effet, en introduction, je dirais que ce qui nous intéresse, c'est le réalisme. Croyez-moi, je dérive pas du sujet, on est en plein dedans. D'où l'appel un peu à la doctrine aristotélo-thomiste, non pas pour la célébrité des deux personnages, mais parce qu'elle s'est rapprochée, en termes de philosophie et théologie, le plus possible du vrai, si vous voulez. Et c'est ce qui nous intéresse pour tout homme sensé, savoir le vrai, savoir le beau. Et c'est être de bonne droite raison, et non car la gauche, elle est maladroite, on dit être gauche, donc il faut être droit, n'est-ce pas? Les Italiens ont repris l'origine latine du mot, ils disent sinistra, donc ça rappelle sinistre, c'est quand même fort, rien que dans l'étymologie en français et en italien, les pauvres sont condamnés. le langage est fasciste, hein, j'y reviendrai à ça. Donc voilà, surtout parce qu'ils disent vrai, et un vrai qui colle au réel, hein. C'est pas Jean spéculatif qui part sur la comète, qui va coloniser Mars avec Jacques Cheminade, n'est-ce pas? Même si ça peut être un projet tout à fait réaliste, hein, n'est-ce pas? Je suis taquin. Et même le terme d'humanisme politique, finalement, c'est la formule de Louis Lachance dans un livre. Finalement, par exemple, la précédente conférence était sur la franc-maçonnerie. Quand j'employais le terme d'humanisme, c'était très péjoratif parce que abstrait, mais en soi, il a une origine depuis la Renaissance. Il n'avait pas du tout la même allure. Et dans les doctrines de saint Thomas, c'est tout à fait, valable pour un catholique, puisque finalement, même s'il y a une forme d'anthropocentrisme, c'est la loi des hommes et de la société des hommes, mais voulue, si vous voulez, dans le cadre divin ou dans la nature concrète des choses. Donc ça ne nous pose pas du tout problème. Même l'humanisme politique n'est pas une insulte, croyez-moi. Voilà, il y a des définitions médiévales tout à fait acceptables. Même si pas rationaliser trop la foi. Après, c'est une critique augustinienne, souvent... de l'école augustinienne, plus précisément. Il y a un conflit avec l'école, enfin le scotisme sur la volonté, et également, pas Saint-Augustin lui-même, mais les augustiniens, c'est vrai, sur foi et raison, entre autres.
Comme dit Louis, pour connaître les hommes, il faut connaître l'homme. Donc ça implique en quelque sorte une généralisation. Certes, aujourd'hui c'est mal vu, il ne faut pas généraliser, mais finalement on tire une vérité universelle en extirpant la chose, la nature intrinsèque des choses. Et quand on connaît l'homme, comme il a une vie sociale qui est claire, puisqu'il naît dans une famille, dans un groupe, et une société qui le nécessite, bah forcément il y a la nature des hommes, la nature des sociétés. On peut dire par analogie le corps humain et le corps social. Donc ces choses-là sont nécessaires à connaître, la nature humaine, pour connaître la nature d'une société, si vous voulez. L'homme est composé de matière et de forme. Il ne s'agit pas de mépriser la matière, c'est-à-dire le physique, même si la forme est supérieure, un peu comme l'esprit domine le corps, le cerveau domine les 4 membres d'ailleurs. Contre la démocratie, n'est-ce pas, hein, les 2 bras et les 2 jambes sont majoritaires, et pourtant non, c'est la tête qui dirige. Donc voilà, la forme domine la chose pour ne pas tomber ni dans un matérialisme biologique, qui est une hérésie de tout réduire au physique, ou même dans l'autre sens, le fidéisme qui donc vient nier au nom de la foi toute réalité physique ou naturelle, si vous voulez. Donc, comme il vit dans une cité, d'où la nécessaire politique organique des choses. Organique, ça veut dire vivante, d'ailleurs. Et même ce parallèle entre l'État et la nation, forme et matière, est tout à fait intéressant, puisque même si la nation, on peut dire, dans une certaine mesure, peut faire l'État, parce qu'il y a un peuple avec une identité, il y a une population et des classes sociales supérieures qui sont censées être un peu son émanation aristocratique, et qui, dans sa particularité culturelle, fait l'identité du pays ou ce genre de choses. Mais, en dernière instance, c'est tout de même l'État, ou si vous préférez le gouvernement, qui centralise les forces et crée un pays, un peu comme Richelieu qui finalement fait naître la France dans son unité de peuples provinciaux, régionaux, comme on dirait aujourd'hui. Et même là aussi, pour revenir un peu d'aristotélisme, c'est vrai que même la liberté est une conséquence de l'intelligence. C'est parce qu'on a un art de raisonner, contrairement aux animaux, qui fait qu'on a une certaine liberté d'action selon le contexte de la nature humaine, bien évidemment, qu'on agit et qu'il faille agir vers le bien, si vous voulez, s'orienter vers le bien. Ça, c'est tout à fait aristotélicien. Il y a quand même 24 siècles qui témoignent de ces doctrines. Je vais attaquer d'ailleurs le sujet par un peu 2 sujets originaux pour traiter de choses un peu différentes que dans mes conférences précédentes. D'abord, la notion d'homme nouveau. C'est vrai qu'on a tendance quelquefois, même dans le camp pro-fasciste, à récuser un peu l'accusation parce qu'elle est très mal vue, elle a mauvaise presse dans le milieu tradit, mais en soi, elle a pu tout à fait être utilisée. Mais ce qu'il faut voir là, c'est quelle est la définition, en fait, derrière. Est-ce que c'est un homme nouveau dans ses réalités concrètes ou non? Et finalement, l'homme nouveau du fascisme, c'est un peu l'homme à l'état de nature, non pécamineuse, hein, évidemment, mais telle qu'elle est réellement, et on cherche un peu à pousser l'homme dans ses retranchements. Il ne s'agit pas qu'il se laisse aller à toutes ces pulsions spontanées, mais au contraire à les réprimer pour arriver à s'élever. Un peu comme dans la psychologie, il y a du vrai là-dedans, même si c'est une science qui est un peu séparée de la philosophie au XIXe siècle. La philosophie regroupait tout, maintenant il y a psychologie, sociologie, on fait des spécialisations, des carcans, hein, même s'ils peuvent dire vrai. Eh bien, il y a en effet des pulsions chez l'homme, soit elles dégénèrent en pathos, soit elles peuvent être sublimées, quoi. Il y a l'un et l'autre, si on arrive à les gérer, si vous voulez. Il y a un peu ça dans le fascisme, c'est l'esprit de sacrifice finalement, hein, d'ordre des disciplines qui peuvent venir avec, et toutes ces choses-là. Et cette nature saine qui est vantée est nécessaire pour pouvoir d'ailleurs greffer la foi sur quelqu'un d'inconvertissable, même si c'est que Dieu qui convertit, nous sommes des instruments, sur quelqu'un de totalement apostat, décadent. Il est inconvertissable si la nature est déjà complètement déréglée, si vous voulez. C'est un être déraisonné, là il n'y a plus grand chose à faire. Et sur cette notion de sacrifice, ça peut même rappeler l'Iliade d'Homère quand il dit que Zeus nous a fait un dur destin afin que les hommes à l'avenir chantent nos louanges, chantent les hommes à l'avenir. Donc voilà, la vie dure finalement honore malgré ses difficultés. C'est une valeur assez universellement vraie. C'est assez classique somme toute, hein. C'est presque ennuyeusement classique. Et cette loi anthropologique supérieure que propose le fascisme, et de toute façon toute doctrine va proposer une certaine notion de l'homme, donc finalement on ne pourra pas lui reprocher. D'ailleurs même dans le christianisme,
on dit que voilà, il fallait crucifier le vieil homme, hein, c'est dans les épîtres, ça, de crucifier le vieil homme afin de faire naître un homme nouveau qui, entre guillemets, qui cette fois est converti et rejoint Dieu. Là aussi, on peut le dire avec Louis, que la culture, l'éducation, le travail sont autant de victoires de l'homme sur la nature. C'est ce qui nous élève, d'où l'importance de l'éducation aussi, qui est un sujet à part entière et qui a été complètement détruite par nos braves 68ards. Je cite Benito, « Personne ne songe à nier l'effet économique », par rapport d'ailleurs à la notion d'homme nouveau, plutôt post-marxiste, hein, n'est-ce pas ? L'effet économique, donc découverte de matières premières, nouvelles méthodes de travail, inventions scientifiques et leur importance, mais prétendre qu'il suffise à expliquer l'histoire humaine, à l'exception de tous les autres facteurs, est une absurdité. Le fascisme croit encore et toujours à la sainteté et à l'héroïsme, c'est-à-dire aux actions dans lesquelles il n'agit aucun motif économique proche ou lointain. Donc ce n'est pas du tout l'homme nouveau du néolibéralisme, finalement, contrairement à ce que certains veulent faire, un peu tout amalgamer là-dedans, puisque celui-ci, comme on le voit de nos jours, dégénère dans un transhumanisme, et au sens propre, c'est-à-dire qu'on c'est même plus l'humanisme, c'est le transhumanisme, donc on sort carrément de l'humanité et de la nature humaine. C'est bien ce qui l'unit là-dedans, et c'est très intéressant, ça donne un homme machinisé, hein, n'est-ce pas ? Et qui est déraciné de toutes ces attaches naturelles, on le voit aujourd'hui, donc ethniques, nationales, raciales, et également même sexuelles, ils vont jusque-là. Donc finalement, il y a une suite logique là-dedans. Et puis, il y a quelque chose de significatif dans le langage médiatique, journalistique, des gauchistes de manière générale, quand ils disent « ça c'est le fascisme », en fait, chez eux, c'est obéir à l'ordre naturel. Vivre la vie selon l'ordre naturel, c'est la définition du fascisme aujourd'hui. Quand Caroline Forest, c'est presque la même formule, dit « l'ordre naturel est fasciste », parce que la nature nous impose des choses et tout ça, c'est exactement ça. Roland Barthes aussi sur le langage est fasciste. Voilà, les mots ont des définitions, ça catégorise les choses, on commence à discriminer, ça va pas. Donc voilà, tout ça, c'est fort intéressant. Dans leur langage, c'est ce que ça signifie. Fascisme, c'est obéir à l'ordre naturel. Il y a aussi sur la naissance du fascisme, Mussolini disait « Comment est né ce fascisme autour duquel s'agitent toutes les passions bruyantes de sympathie, de haine, de rancœur et aussi d'incompréhension. Il n'est pas né seulement de mon esprit et de mon cœur, il n'est pas né seulement de cette réunion qu'en mars 1919, nous avons tenue dans une petite salle de Milan. Il est né dans un profond, un perpétuel besoin de notre race aryenne et méditerranéenne qui, à un moment donné, s'est senti menacé dans l'essence même de son existence par une tragique folie, par une folie mystique. C'est le communisme qui est nommé là-dedans. Il l'avait dit en 1921, donc bien à la fondation de ce corps de doctrine, comme je disais. Second sujet original, d'ailleurs, c'est par rapport à la légitimité de la violence, qui est un thème à part entière et qui, en effet, quand on parle de sujet, fait un peu office de passage obligé. On ne détruit une violence injuste que par une autre violence, un peu comme pour régler la situation, si vous voulez. Ça ne peut se faire que par ce biais-là. Un peu comme pour restituer un bien perdu. Des cas même particuliers dans le thomisme, qui sont tout à fait acceptables là-dedans. Et évidemment, ça réunit un certain nombre de conditions, parce que ça doit être exercé par un pouvoir ordonné. Il ne s'agit pas de faire une espèce de justice populaire, mais vous voyez que même, je ne vais pas employer le meilleur exemple, mais dans les camps de concentration, vous voyez, quand les déportations sont réglées par un État, et malgré cette violence, il faut bien le dire, il y a quand même, si vous voulez, un service médical derrière. Il y a tout de même une surveillance, un accompagnement des gens. Donc vous voyez, même la brutalité exercée par quelque chose d'ordonné, finalement, retire un peu de violence à la chose. Alors que si c'est de la justice populaire, écoutez, c'est le violeur africain dans un village africain, il est repéré, on le découpe à la machette, voilà, toi et moi, les gens, ah oui, il l'est, et paf, ça part, voilà, les calages de Mokhtar et tout ça, justice populaire, non, en effet, là, c'est la violence antithomiste. Enfin, fallait que je le signale. Et il y a quand même quelque chose de violent pour ceux qui
soit les cathos qui sont bisounours, soit les non-cathos qui nous prennent pour des bisounours, même dans la doctrine thomiste, il y a quand même quelque chose d'assez violent quand on dit qu'un être déraisonné, apostat, décadent est en dessous de l'animal, parce qu'il finalement il perd sa dignité d'homme. Un homme n'est pas un animal, il lui est supérieur, mais si il contrevient à sa nature, il se descend au cinquième sous-sol, il est encore pire qu'une bête, textuellement, c'est la formule de saint Thomas d'Aquin. Il est pire qu'une bête. Et quand ça se généralise, que vous avez des mouvements, des structures, des choses comme ça, là, ça implique aussi une violence pour pouvoir restituer la chose. Donc ce sont quand même là aussi, le fait d'être en dessous de la bête n'est pas une notion talmudique ethnique. Mais vous voyez, c'est une cause morale et universelle, pour le coup, et chrétienne. Donc il y a quand même une différence quand on parle du fait d'être en dessous des bêtes. Je vous cite l'abbé Julio Menviel qui abonde en ce sens. « La violence que le fascisme emploie se justifie dès que l'on comprend l'époque présente qui est une époque de violence. » Donc conception catholique de l'économie. Et je cite Benito, « La violence est parfois morale. Nous refusons le droit à nos adversaires de se plaindre de notre violence car elle n'est qu'un jeu d'enfant en comparaison avec celle des bolcheviks en Russie où 2 millions de personnes ont été exécutées et 2 autres incarcérées. La violence, je souligne d'ailleurs que même Gramsci, un opposant communiste au régime, sous un régime bolchevique, un facho sous un régime bolchevique, aurait pris encore plus cher que Gramsci qui a été enfermé finalement. Même la tyrannie du Duce, n'est-ce pas, finalement, dans ce genre d'exemple, semble pas trop hardcore finalement. La violence est résolutive, car à la fin de juillet et au début d'août 1922, en 48 heures de violence systématique et guerrière, nous avons eu ce que nous n'aurions pas obtenu par 48 années de sermons et de propagande. Lorsque notre violence résolve une situation gangrénée, elle est très morale, elle est sacrée, nécessaire. Il y a une violence qui délivre et une autre qui enchaîne. Il faut adapter la violence aux nécessités du moment et ne pas en faire une école, une doctrine, un sport. Nous ne regardons pas la violence comme un système ou pire encore comme une esthétique. Nous sommes violents toutes les fois qu'il est nécessaire de l'être. Mais je déclare tout de suite qu'il faut conserver à la violence nécessaire du fascisme une ligne, un style nettement aristocratique, ou si vous aimez mieux, chirurgical. Donc c'est bien symbolisé, d'ailleurs, certes on tripatouille, mais c'est pour soigner. Une violence ordonnée, n'est-ce pas? C'est dans l'édition définitive de ces discours et donc c'est une violence, somme toute, je disais, assez classique, mais même militaire, donc pas du tout populaire ou plébéienne, quoi. Donc c'est vraiment ordonné, singulièrement classique. Après, c'est vrai que quand on en fait l'éloge, attention, il faut assumer derrière, hein, quand même. Ça me fait penser un peu, même cette violence, au chant de la Ligue Noire, qui est d'ailleurs contre-révolutionnaire, de parler de faire entrer la vérité dans le corps, vous voyez. Une formule, il y a une forme de violence dans ses propos, quoi, même si elle n'est pas physique. Et donc le thomisme là intervient, donc je fais venir quand même l'intervention de l'Aquina tout de même, mais par rapport, là aussi, à un bon point souligné dans le second ouvrage de Louis, la vertu cardinale de force, en fait, c'est par ce biais qui finit par légitimer un peu la chose, au-delà des quelques éléments que j'ai donnés avec saint Thomas. Saint Thomas dit « La vie de l'homme sur la terre est un combat », dans le sens où voilà, il faut survivre, même si on n'est pas des animaux, il faut tout de même vivre, savoir se défendre, ou même par rapport à l'obtention de son salut, quoi. Lutter contre le péché est un combat tous les instants, on peut l'interpréter en ce sens aussi. Il est nécessaire que l'âme souffre difficultés et combats pour atteindre certains biens ou éviter certains maux. L'Aquinate poursuit, la force a une utilité générale qui est de maintenir l'ordre de la justice tout entier. Toute son importance, la force considérée comme une certaine fermeté de l'âme, et la vertu en général, ou plutôt la condition générale de toutes les vertus, dans la somme théologique. La fermeté dans le bien aussi, il emploie comme formule saint Thomas. Et même dans l'évangile de Matthieu, bon, même si le paradis console les doux, les nécessiteux, etc., vous avez ce passage donc, dans l'évangile de Matthieu qui dit « Le royaume des cieux exige la force, et ce sont les violents qui l'emportent. » Donc là aussi, une certaine violence dans la foi, si vous voulez. Comprendre aussi que ce principe peut légitimer la force d'un homme dans son cadre, mais également celle d'un État par analogie, si vous voulez, par extension, là aussi selon l'étendue de son cercle naturel, quoi. Et un État doit être fort justement pour éviter d'avoir à être violent. Si son pouvoir est tout à fait reconnu,
et ben justement, elle pourra lâcher du lest. Alors que si on le remet en question, bah forcément, en réaction, il sera beaucoup plus dur. Et c'est positif d'ailleurs, même l'obéissance à l'État. Quand celui-ci est, bon évidemment, quand celui-ci n'est pas vicié. On reproche par exemple le papisme des Espagnols. Mais si on en a tout à fait un pape orthodoxe, n'est-ce pas? Au contraire, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, sauf dans les périodes viciées. C'est vrai, c'est là où les Français, comme je disais tout à l'heure, ont un intérêt, n'est-ce pas? Et la prise de bonne direction, là, ce sont les Germains, les Allemands qui sont très forts. Dans les périodes de décadence d'esprit, on a un net avantage. Donc maintenant, nous pouvons passer à la suite. Même il y a des exceptions, si vous voulez, dans le code de la route, c'est intéressant. S'il y a une certaine dangerosité à dépasser la voiture qui est en face de vous, finalement c'est nécessaire et œuvre de justice d'un moment donné mettre un petit coup de volant quand aucune dangerosité se présente pour éviter à un moment donné des embouteillages à n'en plus finir ou améliorer la fluidité de circulation. Voilà, il y a des règles générales, il faut être attention, être prudent, mais en même temps il y a des petites exceptions qui à un moment donné demandent une certaine vitalité, si vous voulez. Je passe au thème aussi du totalitarisme, ou si vous préférez l'intégralisme, c'est un mot qui passe partout, et au moins on comprend qu'il faille prendre en considération l'intégralité des choses, de l'individu jusqu'à l'universel, pourquoi pas, mais en prenant acte de tous les corps intermédiaires qu'il peut y avoir entre ces deux réalités. L'abbé Julio Menviel ose cette formule en disant « il y a un totalitarisme du bien commun ». Parce que l'État peut commander toutes les actions en tant qu'elles sont ordonnables au bien commun. Le bien commun a une double finalité, pour faire simple. Il est mais on peut distinguer les choses, une intrinsèque, une extrinsèque. Intrinsèque, ça veut dire intérieur, donc plus social, plus matériel, le bien commun plus humain, si vous voulez. Et l'autre extrinsèque, donc extérieur, divin, qui lui, pour le coup, est relatif au surnaturel. Donc on peut distinguer les deux, mais en soi, c'est le bien commun. Et le second, surnaturel est supérieur au premier, mais là aussi il ne s'agit pas de nier au nom du second le premier, puisque ça fait partie du bien commun, tout simplement. Pie XII aussi, dans son discours aux médecins neurologues en 1952, dit « Le principe de totalité lui-même n'affirme rien que ceci, là où se vérifie la relation du tout à la partie, dans la mesure exacte où elle se vérifie, la partie est subordonnée au tout. Celui-ci peut, dans son intérêt propre, disposer de la partie. » C'est des formules assez aristotéliciennes là aussi, le tout. J'allais dire tout à l'heure, le tout national et les parties provinciales, par exemple. Ça peut être un exemple qui permet de saisir un peu la chose. Et même saint Thomas d'Aquin qui disait « La communauté la plus parfaite est celle de la cité, car elle est ordonnée à tout ce qui est nécessaire par soi à une vie humaine. » Le principe de totalité aussi est tout à fait diffusé par l'Aquinate. Sur les thèmes d'individus, de collectivités et d'État qui peuvent en découler, surtout dans la période moderne, il s'agit d'articuler en fait le bien de chacune des parties, si vous voulez. D'où la nécessité des corps intermédiaires pour éviter la désagrégation. Il est normal que l'État unifie un peu toutes les institutions, les corps de travail, on dirait aujourd'hui le tissu de PME et tout ça. C'est un ensemble qui, chacun dans leur ordre, participe au bien commun. Marcel Decors disait « La personne humaine n'a aucune existence réelle dans la vie humaine, prise comme telle au plan de nature. » Comme je disais, parce que l'homme né d'une femme qui est issu d'une procréation, etc. Donc forcément, l'homme implique une société. Et il le dit d'ailleurs dans un enseignement opposé aux droits de l'homme, Marcel Decors. José Antonio Primo de Rivera, sur ses corps intermédiaires, dans son Textos de Doctrina Politica, dit « Nous devons commencer par l'homme. » Donc chronologiquement, on peut aller dans l'autre sens. Nous devons commencer par l'homme et passer par ses unités organiques. Et ainsi, nous monterons de l'homme à la famille, de la famille à la ville, au syndicat. Bon, ça, c'était son syndicalisme d'époque. Et nous terminerons dans l'État, qui sera l'harmonie du tout. Là aussi, lui qui est un fasciste à l'espagnol, si vous voulez, est tout à fait dans les cordes de la doctrine thomiste. Le fascisme a aussi un caractère universel, malgré son expression particulière en Italie. Benito Mussolini, au directoire fédéraux réunis au palais de Venise le 27 octobre 1930, le reconnaît. « Aujourd'hui, j'affirme que le fascisme, considéré comme idée, doctrine, réalisation, est universel. Italien dans ses institutions particulières, il est universellement dans son esprit et il ne saurait en être autrement. Toute grande idée est universelle, comme dirait Merel d'ailleurs. L'esprit, par sa nature même, est universel. » Voilà, Mussolini
continue. On peut donc prévoir une Europe fasciste, il y a une part d'européisme là, une Europe qui s'inspire dans ses institutions, ses doctrines, de la pratique du fascisme, c'est-à-dire une Europe qui résolve dans un sens fasciste le problème de l'État moderne, de l'État du XXe siècle, bien différent des États qui existaient avant 1789 et qui se formèrent ensuite. Il est à la fois ni médiéviste, ni républicaniste, on va dire, pour faire simple. Le fascisme répond aujourd'hui à des exigences de caractère universel. Il résout en effet le triple problème des rapports entre l'État et l'individu, entre l'État et les groupements, entre les groupements quelconques et les groupements organisés. Même les autres fascistes d'Europe ne diront pas le contraire. En Espagne, il y a aussi Ledesma Ramos, qu'on cite un peu moins, mais qui est aussi connu, qui est aussi méritant, disons, que José Antonio. En France, on avait plusieurs exemples, mais Marcel Bucard, par exemple, il a fondé le francisme, et c'est intéressant parce que Mussolini l'a reconnu officiellement, juridiquement, comme l'expression fasciste à la française. Il y a même eu des sources de financement de la part d'Italie en direction de ce mouvement, donc c'est carrément officiel. Mouvement général, les Oustachis croates, pourquoi pas, les croix fléchées hongroises, dans leur particularité, tout ça, on peut dire, ça participe de ce même mouvement, même pourquoi pas garde-fer roumaine, même s'ils étaient orthodoxes, on dirait cacodoxes, n'est-ce pas? Donc ces expériences nationales, bien qu'elles soient particularisées, reflètent quelque chose d'universel derrière. Comme toujours, il y a une expression un peu des deux, hein. Car une doctrine s'actualise à chaque fois et représente une histoire, une période de l'histoire humaine, si vous voulez. Et je pense que si d'ailleurs les royalistes ont souvent un peu de mal avec le fascisme, c'est un peu parce que c'est une réaction un peu d'ordre d'ancien régime, mais sans forcément avoir les gargarismes royaux. Donc ils ont un peu l'impression qu'on leur vole la place, quoi. Ça nous ressemble, mais c'est pas nous. Et du coup, ça a en effet créé de gros conflits qui finalement résultent de pas mal d'incompréhension, hein, finalement. Par rapport à ça, Pierre Sidos conclura d'ailleurs une petite fiche qu'il a, qui est disponible dans son local. Désormais, c'est le seul chemin qui mène à Rome, qui lui est un héritier du francisme d'ailleurs. À la fête du fascisme, là aussi, il Natale di Roma, le Noël de Rome, il institue donc cette fête annuelle fasciste le 21 avril 1921, c'est en référence à la date donnée par Véron dans l'Antiquité romaine de fondation par Romulus, Romulus et Rémus. Et il dit ce jour-là, sous le signe de cette ville, et non pas du pays, de l'Italie, mais vraiment la ville, Rome, qui a donné 2 civilisations au monde. Il ne les nomme pas, là, qui lui en donnera une 3e. Nous nous retrouverons. Les 2 civilisations qu'elle avait déjà données au monde, en fait, c'était la romanité et la catholicité, finalement. Et quand il disait une nouvelle, c'était le fascisme qu'il présentait et qu'il allait, à prétention universelle, en fait. Là aussi, sur les notions d'impérialisme et de vitalisme, c'est tout à fait dans la doctrine du fascisme. Donc voilà, la nation, l'universel, l'européisme, pourquoi pas, mais aussi la nation impériale. Il dit, après avoir vanté la volonté de puissance, les traditions romaines, etc., que l'Empire n'est pas seulement une expression territoriale, militaire ou marchande, mais spirituelle et morale. On peut concevoir un empire, c'est-à-dire une notion qui directement ou indirectement guide d'autres nations, sans que la conquête d'un kilomètre carré de territoire soit nécessaire. Même sous les royautés, finalement, des peuples provinciaux qui se rattachent à la couronne, je veux dire, c'est toujours vu. L'expansion des nations est une manifestation de vitalité. Son contraire, l'esprit casanier, est un signe de décadence. Les peuples qui naissent ou ressuscitent sont impérialistes. Les peuples qui meurent sont des renonciateurs. Donc, la domination impériale sur les nations, qui peuvent choquer certains, moi je dirais que c'est finalement qu'une étape supérieure de la domination des nations sur les provinces qu'on a connues au siècle dernier ou dans les 2 siècles derniers, si vous préférez. C'est un autre cercle, même s'il est d'une autre nature. Mais il concerne un plus grand nombre, donc dans le bien commun, il est plus important. L'universalité est, même si elle paraît lointaine au premier abord, et c'est vrai que pour l'atteindre c'est plus compliqué, même intellectuellement, et bien finalement elle est aux cieux. Le bien commun de tout un continent est mieux que le bien commun d'une nation seule, même si le bien commun d'une nation seule y participe. Dans le thème des hiérarchies et de l'autorité ou autoritarisme, d'ailleurs, on peut citer Jacques Doriot qui, à propos du fascisme, disait qu'il instaurait une juste inégalité, finalement. C'est une phrase qui peut choquer les égalitaristes, n'est-ce pas? Mais qui est très vraie. L'égalitarisme, hélas, fonctionne bien, surtout de nos jours, parce que finalement, il est assez médiocre.
Même si on est médiocre, on se dit que bah, tout se vaut, mon voisin l'est, alors on se reconnaît tous dedans, et puis c'est bien, on n'a pas besoin de se remettre en question, pas besoin de s'auto-juger, au moins là c'est bon, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et c'est ça que le fascisme, bon, les a mis devant en fait cette médiocrité, c'est ça qui a fait très mal. Dans Divini Redemptoris, le pape Pie aussi enseigne tout à fait les justes hiérarchies. Il est faux de dire que tous les hommes aient les mêmes droits dans la société civile et qu'il n'existe aucune hiérarchie légitime. Voilà, là aussi, j'entends dans l'oreillette qu'on me dit que l'anarchisme est mort et enterré. Dans la Somme théologique, là aussi, on dit « Si un homme est supérieur à un autre en science et en justice, il est choquant qu'il n'emploie pas cette supériorité au service des autres. » Oui, parce que quand on a un domaine de compétence, on est un peu plus élevé que certaines autres personnes, et pourquoi pas des camarades, et puisqu'on on est un peu mieux dans ce domaine, et ben on arrive à les enseigner, à les élever un peu dans cette catégorie. Ça ne veut pas dire que dans un autre domaine de compétences, le camarade qui a appris cette chose n'est pas mieux. Il n'est pas mieux ailleurs. En ce sens, il est écrit « Chacun de vous, selon la grâce reçue, mettez-vous au service des autres. » Une supériorité qui élève les autres, en fait. Et sur le rétablissement du système corporatif, là, je veux dire structurellement, entre pape et fascisme, il n'y a eu aucun souci. Il y a une critique royaliste là aussi qui dit que les fascistes, finalement, c'est problématique parce que c'est l'État qui met en place les corporations de travail. Alors que, durant les temps médiévaux, ça s'est fait, somme toute, tout naturellement, et en cela ils ont raison, c'est-à-dire que le peuple travailleur s'est réuni un peu tout naturellement dans des corps organiques, par filière de métier, etc. Et c'est le royaume, notamment en France, 12-13e siècle, Régis Boileau, voilà, on a tout un héritage là-dessus, et qui a en quelque sorte réglementé sur ce qui préexistait, en effet, sur les coutumes et le travail des peuples provinciaux. Mais je veux dire, entre-temps, ils oublient qu'il y a eu la révolution de 89 qui a cassé tous ces corps organiques. Une fois qu'ils sont détruits par l'État, et interdit par celui-ci, on n'avait pas le droit de les reconstituer, c'est tout à fait logique que ce soit l'État lui-même qui les mette en place. Donc la critique, je veux dire, est tout à fait déplacée. Et après, en effet, c'est œuvre de justice que de décentraliser, ça c'est un autre thème. Le fédéralisme, finalement, on dit qu'il décentralise les pouvoirs dans les régions, souvent. Mais s'il le fait, c'est parce que d'abord, il a centralisé les pouvoirs, c'est parce qu'on sait que l'État dirige, qu'il est maître de lui-même, sûr de lui et dominateur, n'est-ce pas, qui se permet un peu de décentraliser, cette œuvre de justice, de le faire quand la population est réceptive et participe à son tour au bien commun, si vous voulez. C'est une juste démocratisation. L'abbé Julio Menviel dit concrètement, le fascisme est le seul mouvement qui restaure les principes traditionnels de l'économie politique. Il y a un livre encore plus complet que ce Doctrine du fascisme, qui est Le fascisme, doctrine et institution. Il est très juridique, hein, mais c'est de Benito Mussolini aussi, là, ça fait... On voit tous les détails. Hein. Vous avez 2 lettres de Pie XI aussi, donc du coup internes. J'en cite que la partie d'une d'entre elles, hein, au cardinal Schuster de Milan, 22 mai 1931, qui, après prise en compte de ces 2 actions, hein, entre fascisme et action catholique, comme je disais, il dit, et on en tient compte sans spéciale difficulté, d'ailleurs c'est sa formule. Il dit, il nous reste à savoir si les difficultés peuvent dériver du caractère corporatif de l'État fasciste italien. En vérité, on ne voit pas quelles peuvent être ces difficultés et comment elles peuvent surgir. Le caractère corporatif résulte en définitive d'une spéciale, pacifique organisation des différentes classes de citoyens avec une ingérence plus ou moins accentuée de l'État, de la loi, de la magistrature en ce qui concerne le travail, la production, toujours bien entendu dans l'ordre naturel et civil, tandis que l'action catholique, comme on l'a dit, reste sur le terrain spirituel et surnaturel. Et même l'organe vaticané, qui existe encore aujourd'hui, l'Osservatore Romano, veut cette cohabitation des actions. Sur ce thème de démocratie aussi, et puis ça va permettre de revenir un petit peu aux démocrates chrétiens, et même de dictature et de démocratie, c'est vrai que la politique est un art de gouverner, pour reprendre la formule de Jean Hopte. C'est très important, et quand on prétend être à la tête d'une nation, c'est vrai qu'il faut quand même connaître un minimum quelle est la population administrée. C'est scandaleux que Macron, durant les périodes électorales, dise « les Français n'existent pas ». Après, vous connaissez l'expression
des gauchistes, c'est en gros les Français n'existent pas, pourquoi? C'est un conglomérat de peuples, ils savent même pas lesquels, et entre francs, gallo-romains, et encore on est essentiellement celtique tout de même, après dans l'ethnie, je veux dire, enfin dans la génétique. Évidemment, non, il y a tout de même une réalité, on n'est pas des Zimbabwéens, sauf tout le respect que je dois à ces gens-là, n'est-ce pas? Donc il faut connaître un minimum son peuple pour pouvoir l'administrer, c'est pas si compliqué que ça. Et j'ai l'impression qu'il y a une différence entre l'élite et l'aristocratie d'ailleurs. L'aristocratie c'est les meilleurs, il y a un mérite, et c'est parce que ce sont les meilleurs qu'ils administrent, ça doit être reconnu légitimement de tous. Tandis que élite, bah, ça fait un peu le type qui a eu son badge à Sciences Po, quoi, en fait, c'est juste ça. Il a suivi un cursus, il l'a obtenu, et puis même le mot de gouvernance qui sont issus de la banque sont beaucoup plus déconnectés, quoi. Et Mussolini a fondé une république sociale italienne, hein, c'est le nom de l'État, si vous voulez, la forme de régime qu'il avait, mais il avait le génie de cumuler à la fois la dictature, un peu de popularisme, si j'ose dire, sans que ce soit bébête, une forme monarchique, le chef incontesté, mais en même temps les institutions. Les institutions, ça fait d'ailleurs un peu plus républicain, et finalement ça convient là aussi aux doctrines aristotélo-thomistes, monoarcha, la tête unique, ensuite aristocratia, les meilleurs, et la policia, qui est la juste place du peuple dans la société politique, contrairement en termes de démocratie qui était vue comme une perversion chez la philosophie hellénique en général. L'expression de dictature populaire, d'ailleurs, prend tout son sens dans ce propos. Il faut que tout le monde participe plus ou moins au gouvernement, c'est saint Thomas. Car il y a là, selon le deuxième livre des politiques, donc référence à Aristote, une garantie de paix civile. Donc en effet, c'est encore mieux si chaque individu participe au bien social dans son ordre, puisqu'il fait partie entière de la société, tout simplement. Benito dira, par rapport à l'étatisme, que le fascisme veut que l'État soit fort, organisé et qu'il repose en même temps sur une large base populaire. Donc voilà, démocratie à la fois dictature, et non pas tyrannie, et démocratie organique, on pourrait dire. Finalement, entre politie mussolinienne et thomasienne, pour le coup, là, on n'observe aucune différence. Piero Michatelli dira « Dans des moments exceptionnels, il faut la volonté forte et sûre d'un seul homme. Le suffrage de la majorité ne veut rien dire. Au lieu d'accomplir la résurrection de l'Italie, il pourrait bien la réduire à néant. » D'ailleurs, c'est Pie IX qui était très hostile au suffrage universel. Il disait « mensonge universel ». Si l'on se représente de quel bon sens sont capables les hommes dont ce suffrage serait l'émanation, il n'y a pas un seul exemple d'un peuple qui ait pu renaître et triompher d'énormes obstacles au moyen de délibération et de parlotte. Tous ont dû leur salut à l'inspiration individuelle et à la dictature. D'ailleurs, ça paraît paradoxal, mais en fait c'est tout à fait logique, même depuis l'Antiquité, les Augustes et les Césars, il y avait à la fois une prétention monarchique et en même temps républicaine, où on rétablit les institutions. Donc voilà, encore une fois, c'est moi le chef, mais en même temps pour le bien du peuple. Dans le De Regime Principium, saint Thomas dit « C'est chose évidente que la multitude ne peut en aucune manière être gouvernée par beaucoup d'hommes, si ceux-là sont divisés entre eux. Car lorsque beaucoup sont au pouvoir, il faut une certaine unité pour qu'ils puissent gouverner. Mais l'union entre beaucoup n'existe que par analogie avec ce qui est un en soi. Donc, à ce qui est un, gouverne mieux. » C'est vrai que si on met plusieurs hommes en leur disant qu'ils ont un pouvoir égal, bon bah, entre les conflits d'ego et le manque d'organisation, ça peut dégénérer très vite. Et même le De Regno, qui est très connu, parle de principe de direction de la multitude. C'est des formules assez ecclésiastiques. Par rapport à la démocratie chrétienne, à la lumière des papes d'ailleurs, dans le Graves de Communire, c'est l'encyclique de 1901 de Léon XIII, il dit que cette formule, d'ailleurs, elle n'est pas catastrophique en soi, hein, on peut se dire, entre guillemets, démocrate chrétien, mais ça veut dire l'action des catholiques dans la cité, uniquement ça. Or là, nos braves démocrates chrétiens sont tout autres. C'est autre chose, comme je disais, avec la souveraineté populaire, loi 1905, modernisme politique et religieux, etc. Dans Deuteronome Illud, Léon XIII toujours dit « Il y a aujourd'hui des hommes qui déclarent que tout pouvoir vient du peuple et que par conséquent, ceux qui exercent ce pouvoir dans l'État ne l'exercent que pas en propre, mais par délégation du peuple, ce qui revient à dire que ce dernier peut leur retirer l'autorité dont il les a investis. Tous ceux qui soutiennent ce raisonnement marchent sur les traces des esprits impies. »
c'est-à-dire que c'est carrément une hérésie, qui, au siècle dernier, se sont donné le nom de philosophes, qui met même en position tétraplégique le courant des Lumières, n'est-ce pas? Condamnation de la dite souveraineté populaire, hein, d'ailleurs, ici, même de la démocratie chrétienne, et ces enseignements, d'ailleurs, quand je dis les papes, c'est depuis Pie IX, en fait, qui a connu la période révolutionnaire, qui en est même mort, et l'avait dénoncé dès le début en ce sens. Puis sans parler de Saint Pie X contre le Sillon, qui est très connu en France, là aussi très hostile à la démocratie, et même démocratie dite chrétienne. Donc le fascisme est une sorte d'incarnation de révolution contraire. C'est là aussi, je vais conclure un peu par deux sujets assez originaux pour terminer. C'est Merel qui ose l'expression de contre-révolution révolutionnaire. Là, c'est un titre d'ouvrage, donc voilà, révolution contraire, pourquoi pas. Et toutes les données présentes permettent de le penser. Le terme de révolution, là aussi, a très mauvaise presse chez les tradis, chez les royco, parce que pour eux, c'est tout de suite 1789. Ils oublient que, finalement, c'est un mot de la langue française. Hein, excusez-moi, hein, regardez le mot, vous voyez la définition dans le dico, c'est déjà plus intéressant. Et une petite définition toute simple, on peut dire que c'est un changement radical. Une révolution, c'est juste un changement radical. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, dans tous les sens même. Donc il ne faut pas être choqué par ça. On pourrait même dire, pour répondre à ces royco, que les Capétiens ont fait une révolution contre les Carolingiens contre les Mérovingiens. Donc comment vous déterminez votre royalisme, sur quelle dynastie, etc. Et d'ailleurs, c'est une révolution contraire, en fait, pour mieux revenir à des principes bafoués. Comme je disais, il défend des principes d'ordre d'Ancien Régime, bafoués par le courant des Lumières, et donc ça incarne une contre-révolution ou une révolution contraire. Et si on peut dénoncer là une nostalgie, eh bien, il faudra répondre un peu, c'est une formule un peu à la Davila qui est très réactionnaire. Quand je le lis, j'ai l'impression d'être un gauchiste, il arrive à me choquer, même moi. Ce sont des aphorismes. En 4 mots, il arrive à enterrer les communistes, à les déterrer, à les renterrer. C'est énorme comme auteur. Et il dit, oui, en quelque sorte, on ne peut pas reposer la nostalgie à quelqu'un qui est malade et qui voudrait retrouver le bon état de santé, quoi. Il voudrait juste revenir à un état qui le met bien, quoi. Et Benito Mussolini, sur cette révolution contraire, sur cette violence aussi, on pourrait dire, le fascisme peut ouvrir la porte avec la clé de l'égalité, et c'est vrai qu'il a eu d'un militantisme même un peu démocratique, quoi. Enfin dans la République italienne, avant, pour se faire une place avant ces conflits guerriers. Peut l'ouvrir avec la clé de la légalité, mais il peut être astreint à la défoncer du coup d'épaule de l'insurrection. Et il poursuit aussi, nous représentons un principe nouveau dans le monde. Nous représentons l'antithèse nette, catégorique, définitive de la démocratie, de la plutocratie, de la maçonnerie, en un mot, de tous les immortels principes de 1789. Donc là aussi, des royco tradis conservateurs, etc., qui vous disent c'est un agent de 89, ils ont strictement rien compris. Non, c'est la remise en question la plus radicale et qui est un peu plus proche de nous, quoi. Donc le faire passer pour un agent des Lumières, c'est très fort, c'est fort en café. Et puis on peut reconnaître tout de même une certaine efficacité, comme il disait en 48 heures de violence, il a tout obtenu. Et ça m'avait rappelé, j'avais fait sous forme d'article ça à l'époque, en citant derrière Lucien Robaté, qu'il a aussi peut-être sans doute critique sur d'autres domaines. Il a été très, très méchant à l'égard de Maurras d'ailleurs, dans Les Décombres. Il reprochait le fait qu'il a eu à disposition beaucoup plus de moyens qu'Hitler et que Mussolini lui-même, et que finalement en France on n'a même pas eu d'expérience telle ou de changements radicaux. Il disait, les 3/4 des étudiants du pays, ce qu'avait Maurras, hein, ces milliers d'hommes du peuple, d'officiers, d'anciens combattants, et plus tard les bacheliers turbulents de 1924, devenus les fascistes de 1934. Les paysans vendéens, bretons, tourangeaux, alsaciens, provençaux, qui vénéraient si naïvement Maurras, les jeunes artisans, les petits ouvriers de Paris, qui vendaient gourdins au poing son journal et montaient la garde de ses maisons, avait mis à son service une somme admirable de fidélité, de sang, mais tout cela fut gaspillé par Maurras, perdu dans ses éternelles démonstrations. C'est vrai que c'était un groupe spéculatif, doctrinaire, même s'il détestait l'expression. Dans son testament politique, Benito Mussolini, sur l'empreinte du fascisme, si vous voulez, universel, historique, donc c'est son testament, donc c'est 20 avril 1945, hein, c'est vers la fin, il disait « Je ne bluffais pas en affirmant que l'idée fasciste serait l'idée du XXe siècle. Une éclipse d'un lustre de 10 ans
même n'a aucune importance. L'histoire me donnera raison. Un jeune, impur, trouvera nouveau, audacieux et digne d'être suivi nos postulats de 1929 et les points de Vérone de 1943. Le peuple ouvrira les yeux et lui-même décidera du triomphe de ses idées. J'aime bien la formule à l'œuvre française d'ailleurs de vers l'avenir fidèle au passé. Ça implique un peu, certes, une tradition et une modernité. Là aussi, il faut faire attention avec la formule, mais il y a un peu de ça, quoi. Nous sommes des nouvelles générations, nous ne sommes pas tout à fait comme nos parents, mais nous actualisons, nous sommes une suite de leur identité, quoi. Donc, changement dans la continuité. Il y a un peu de ça dans les sociétés humaines. Et Louis aussi dit le fascisme est bien une révolution conservatrice. La formule est lancée, ça ne fait pas forcément référence au courant allemand étroit, mais révolution conservatrice, là aussi des mots de langue française, si vous voulez. À la fois ni réactionnaire, ni progressiste. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas aller trop vite en café, hein. On ne va pas fonder le 5e Reich et le Concile Vatican IV. Il y a quand même d'autres chiffres qui précèdent, hein. Et puis pour ça, d'ailleurs, il faudra même restaurer l'Église actuelle, hein. Certains attendent la conversion de Bergoglio. Bon, bah, pourquoi pas, on peut s'amuser d'attendre un arrêt de bus dont la ligne est close, hein. Pourquoi pas. Mais le turbofascisme, quand même, oui, se fait nécessaire. Et dernier domaine de réflexion, donc parallèle avec la révolution conservatrice, parce qu'elle a un volet catholique. C'est intéressant. On peut, dans le fascisme, malgré tous ces cadres, il y a un certain aspect hétéroclite. Il y a aussi le volet catholique, si vous voulez. Et là, la révolution conservatrice elle-même a ça et a été soulignée par Robert Stucker. Évidemment, des non-catholiques de ce courant peuvent être tout à fait honorables, dire vrai dans certains domaines, hein. On ne remettra pas en question leur talent. C'est assez hétéroclite là aussi là-dedans. Des gens plutôt agnostiques, païens, il y avait aussi la sociologie allemande, donc protestants. Il y avait même des pasteurs dans les mouvements d'entre-deux-guerres, quelquefois, de révolution conservatrice, ou des prêtres catholiques, pour certains d'entre eux. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir une certaine curiosité intellectuelle là-dedans pour ne pas avoir rien dans la cabeza. Donc en sens étroit, conservative, révolution, un peu comme le prononceraient les Allemands, même si je ne suis pas du tout germaniste, c'est grosso modo l'opposition à la République de Weimar durant l'entre-deux-guerres allemand. Très hétéroclite, comme je disais, mais on peut dire uni dans une critique de cette République avec l'antiparlementarisme et le thème un peu aussi, oui, ni médiéviste, ni républicaniste, pour employer une formule un peu française, mais ni réactionnaire, ni progressiste. C'est un peu le thème de la révolution conservatrice, ça, dans leurs principes. Et ça a préparé en partie le terrain au national-socialisme allemand, d'ailleurs, qui est encore un autre courant, c'est vrai. C'est quand même distinct. Donc je disais, il y avait aussi révolution conservatrice sens catholique, donc c'est essentiellement Carl Schmitt en fait, hein. Le plus connu c'est lui, c'est vrai, et puis un peu les mouvements en Europe qui pouvaient se rattacher à sa pensée, et notamment les catholiques flamands. Donc c'est essentiellement les deux exemples que l'on a, et puis après c'est le contexte allemand, ce qui fait qu'ils avaient certaines notions de vouloir d'être un peu plus dirigés vers l'est de l'Europe, de vouloir donc convertir les Slaves au christianisme, au catholicisme, plus précisément, après de vouloir réactiver les vertus médiévales. Il y avait peut-être un peu de romanisme aussi, en même temps que le catholicisme, les vertus virgiliennes et tout ça, puisque Virgile, dans son Énéide, fait une Iliade de bataille et une Odyssée d'aventure. Je crois que c'était le mot de Jacques Le Goff, il mélange un peu les deux. Un peu ces principes, oui, de Saint Paul, du jeu citoyen romain, ou Saint Jérôme qui défendit en son époque les deux, l'Église catholique romaine et l'Empire romain. Contre-révolution au sens large, on peut dire que c'est un courant européen aussi. Donc là, on sort un peu du cadre strict, un peu comme le fascisme italien est universel et européen et universel. Sens européen, on peut dire c'est un peu toutes les pensées ni réactionnaires ni progressistes. C'est vrai qu'il ne faudrait pas faire un sac mélangé, même aussi à la fois national et impérial, ça leur est propre, en même temps que d'être propre au fascisme. Et en ça, l'école hispanique aussi est pas mal. On dit là aussi, comme dans un poncif, qu'elle est plutôt mixte. C'est peut-être vrai, mais c'est impensif de dire que voilà, la période médiévale, il n'y a que saint Thomas d'Aquin en Espagne, c'est faux, et même que saint Thomas d'Aquin jusqu'au XXe siècle. Hein, ça, c'est des poncifs à la con. L'Espagne a eu une influence ésotérique, orientale aussi, un peu comme l'Italie, quoi. C'est l'Europe méditerranéenne.
Et voilà, avec l'influence des Lumières, je veux dire, elle était aussi touchée. Même philosophe 20e siècle, Unamuno, qui est très connu même nos jours, je veux dire, c'est pas un exemple de réactionnaire ultra radical. Hein. Donc non, l'Espagne fait partie aussi des choses, même si c'est vrai, pour ces révolutionnaires conservateurs, j'avais déjà cité Juan Vázquez de Mella, ou même Nimio de Alquin. C'est un Argentin pour le coup, donc là on est plus Sud-Amérique, même si c'est la culture hispanique, qui avait été en son temps donc soutien des fascismes et avait même fait après-guerre le constat c'est des vacantistes. C'est quand même un cas assez particulier à souligner. Hein. Voilà, et lui il a vécu, lui c'est une personnalité plus récente pour le coup. Même plus largement on peut mettre la pensée de Cortés, pourquoi pas, la révolution conservatrice, et en France, j'allais dire d'ailleurs pour le coup catholique, Alexis Carrel, parce qu'il y a une conversion autour de lui. Donc conclusion, je ne vais pas vous alourdir plus que ça, hein, j'allais dire conclusion finale, à défaut de faire une solution finale. Nous voulons une sorte de fascisme, une assomption du fascisme par le catholicisme. Et si vous avez suivi, comme dans ce que je disais, par le fascisme, en fait, l'ordre naturel, transcendé par l'ordre surnaturel. C'est un peu le synonyme qu'il faut entendre par là. Et c'est un devoir tout à fait surmontable par tout néo-thomiste. Néo-thomiste, ils actualisent un même principe, hein, c'est ce qu'on entend par là. Et le fascisme, encore une fois, je rappellerai, est utile aux catholiques, on peut dire, pour justement ces rappels de vérité d'ordre naturel qui a pu avoir lieu et qui est, malgré nous, un contexte le plus proche de nous, si vous voulez, même s'il est de moins en moins récent, un peu les années passant, c'est vrai. Et c'est assez difficile parce que c'est pollué, pas parce que tout le monde communie dans l'antifascisme. On connaît les antifas, bon, ça c'est l'extrême gauche plus caricaturale si vous voulez, et pas très intellectuelle d'ailleurs, et pas du tout extrême gauche mussolinienne si l'on veut, mais voilà, en plus d'eux, il y a tout le monde en fait, hein, les démocrates chrétiens, les royalistes, les libéraux, les communistes, tout le monde après guerre communie dans l'antifascisme, c'est leur golem, ils incarnent un nouveau Che moderne, mais un Che sans burne hein, quand même, parce que le Che, c'est quand même un peu plus viril à l'époque, donc il n'y a rien de récupérable, même pas les meubles. Donc certes, la doctrine catholique se suffit à elle-même, c'est vrai, quand on est catholique, il faut quand même le reconnaître, hein, il y a le magistère, les pères, même si c'est le magistère qui tranche en dernière instance, mais les auteurs catholiques laïcs ont tout de même leur place, donc c'est pas à nier ou à renier malgré tout. Et d'ailleurs, la politique est notre dada. Donc, citation de fin, et je vous laisse tranquille, de Piero Michatelli, il dit « Per me reges regnant » par moi les rois règnent, dit-on dans la Bible. Au-dessus de l'Église brille l'éternelle lumière de la révélation issue de la Bible, de l'Évangile, des Pères et de saint Thomas, ainsi que de l'Empire romain. Merci à vous. Dites-moi, cher ami, avant de passer aux festivités, parce qu'on est aussi là pour ça. Vous avez On n'est pas ici pour que je vous bourre le crâne uniquement. Dis-moi. Après, de ce que je sais, Mussolini n'avait pas non plus aboli la monarchie en Italie. Ouais, c'est vrai. Ouais, pour pas faire trop de tunnels, j'en ai pas parlé, mais c'était le système de la diarchie, on disait, c'est typiquement italien. Ouais. Et le roi Victor Emmanuel III, lui, c'est le gars qui change d'alliance, je dirais pas toutes les semaines, mais il a ouvert les portes au fascisme, un peu pas parce que c'était la force du moment, et il a ouvert aux communistes après 1945. Et avec les communistes, on sauve difficilement une monarchie. Donc il avait un peu signé son arrêt de mort par la même occasion. C'en était fini de la royauté italienne. Mais c'est vrai qu'ils se sont un peu tirés dans les pattes. Et même là, Mussolini a des propos intéressants, lui, de dire... Il disait que c'était le système de la chambre à coucher, mais pour que les parallèles ne cessent d'être tels, il disait, pour que ça se maintienne, il fallait que les parallèles ne cessent d'être tels. Voilà. Donc il disait pourquoi pas le roi en même temps, mais si on va pas dans le même sens. Voilà, après ça revient à saint Thomas où quand là ce qui est un est mieux uni, et là s'il y a deux chefs, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc pour résumer, en fait, le fascisme, c'est l'affermissement de l'atomisme, en fait. C'est le régime qui est plus favorable à l'atomisme, c'est-à-dire à la philosophie naturelle. Un exemple moderne, oui,
les hommes modernes. Exact. Sinon, c'est pas mal comme petite assemblée. Là, ouais. Catholique et nationale, une petite présence féminine, l'ami Vessère des écrits de Paris. En fait, différents mouvements étudiants, il y a pas mal d'étudiants. D'ailleurs, pour le paiement d'entrée, je ne vous oblige pas, hein, je ne veux pas vous faire les poches. Et puis, même si j'ai quelques condamnations actuellement, c'est pas ça qui va me retirer une épine du pied. Hein. T'as pas parlé du nazisme. Est-ce que tu penses, enfin, l'Église, elle a quand même été plus critique à l'égard du nazisme que du fascisme italien? Aussi, c'est vrai. Et puis ça, sans doute que j'en traiterai pas dans l'immédiat, mais à l'avenir, c'est encore un sujet à part, même si ça peut se ressembler un peu, quoi. Comme fascisme, c'est un mot un peu... Si, le nazisme est un fascisme allemand. Oui, voilà, dans ce sens. Après, plus centré sur la race que l'État, peut-être un peu plus particularisé, moins universel, les pris de culture allemande, qui était la haute culture d'époque tout de même. Mais c'est vrai que c'est un cas encore à part. Et même là, bon, il y a l'encyclique singulière sous le Troisième Reich, qui est un livre à lire avec Pierre Maximin, pour un peu remettre les sources après-guerre un peu à leur place. Quoi, même si on sent qu'il peut-être il force un petit peu dans les propos, hein, mais oui, là aussi, c'est pas Hitler ou le national-socialisme donné nommément et tout ça. Mais, et puis là aussi, condamné dans une certaine mesure. L'Église dit, voilà, la race, la nation, la culture, pourquoi pas, mais dans son ordre. Et on ne peut pas mettre la race au-dessus du devoir religieux, bien sûr, puisque la morale est supérieure, en ce sens-là. Sinon, c'est du matérialisme biologique. Donc, l'Église ne nie pas la race, elle dit juste qu'on ne peut pas en faire un point de départ. Mais comme vous savez, elle n'existe pas, les races. Hein. Mais il ne faut pas être raciste. Le racisme n'existe pas, et les races aussi. Enfin, ouais, c'est compliqué. Pour l'Église, il ne peut pas y avoir de racisme, puisqu'il faut réunir... Oui, parce que c'est universel. Voilà. Un racisme universel. Il y a plaidoyer pour le racisme de Vincent Renoir. J'avais osé ça à une époque où il professait encore la foi catholique. C'est intéressant, parce que finalement, ce document, quand on le lit, il est assez universaliste. Hein. Donc un certain racisme, entre guillemets... Qui tiendrait compte des différences raciales sans mépris et sans les exagérer tout en les acceptant. Voilà, est acceptable, ouais, c'est vrai. On a un peu légèrement dérivé, mais... Est-ce que tu peux revenir sur le comment dirions-nous, la jonction entre Mussolini et le roi? Ils se sont entendus ou ils se sont tout le temps combattus? Non. Je me souviens d'Adolf Hitler qui arrive à Rome, mais reçu par le roi, pas par Mussolini. C'est le gag. Ah oui, ouais. Ça dépend à quelle date. Constitutionnellement. C'est la première fois que c'est arrivé, je crois, vers le 42. C'est le chef de l'État qui représente. Oui, c'était le roi et Mussolini n'était pas là. Mais qu'est-ce que c'était Mussolini par rapport au roi? Ils s'entendaient ou il a fait un coup d'État, non? Ça a été assez conflictuel. C'était conflictuel? Mais ils se sont jamais... Oui, mais il a fait un coup d'État, mais le roi... Système de la diarchie, bon après essentiellement c'était le Duce qui dirigeait, hein, mais voilà, il y avait quand même l'héritage monarchique, les gardes autour de lui. C'est un pouvoir une part de pouvoir qui demeurait. Mais quand même, c'est lui qui l'a viré avant la République du Salon, c'est ça? C'est lui qui a décidé de... Oui, il a un peu abandonné en même temps que tout le monde de toute façon. Et puis après 45, il a ouvert les portes. De toute façon, il ouvrait les portes à celui qui était le plus fort. Quoi. Le roi du XXe siècle. Ben, il jonglait bien. En Espagne, c'est un peu pareil. Oui. On est sa veste. Donc, remarques supplémentaires, questionnements. Ou alors, on fait une petite sortie avec ceux qui sont plus disponibles. Est-ce que tu peux préciser ton humanisme? On va revenir. C'est intéressant parce que comme on entend parler d'humanisme tout le temps, c'est vrai. Du coup, c'est bien de pouvoir. Celui dont on entend parler tout le temps, ça va être les droits de l'homme et après il y a le souci du transhumanisme, donc on n'y est même plus presque, aujourd'hui. Mais et t'entends quoi toi par humanisme? Pas l'humanisme abstrait où on fait un délire personnel et idéologique là-dessus, mais juste par un juste humanisme, c'est reconnaître l'homme tel qu'il est dans sa nature concrète.
et par voie d'extension, qu'est-ce que ça donne au niveau de la cité et vis-à-vis de Dieu, quoi. Enfin, La beauté de l'homme. En fait, c'est le reconnaître comme le maître de la création. Comme celui que Dieu comment dire, a placé au sommet de la création. Puisqu'il est l'être E majuscule et que nous sommes les êtres. Oui, mais C'est un jour sur le je suis spécialisé dans Du coup, j'ai une autre question. Je t'en prie. Est-ce que tu pourrais me préciser la différence entre le fascisme et le royalisme? Parce que moi, je mélange un petit peu ces deux notions. Ah oui, c'est vrai. Bah, après, j'en ai un peu parlé aux Comme je des n'ai pas phrases. la définition C'est que finalement, le fascisme va pas dire on rétablit une dynastie, une royauté. Ce sont à peu près les mêmes principes politiques qu'il y a derrière, Ouais. sauf qu'il n'y a pas le gargarisme avec, quoi, c'est tout. Le côté banquier Louis XIV. Je sais pas à quoi ajouter de plus. Ils ne s'entendent pas du coup? Bah, c'est le fascisme, c'est le royalisme rénové, quoi, si tu veux. Donc voilà, il peut y avoir un aspect républicain, mais en soi, c'est les principes naturels qui ont été exprimés par les rois de tout temps, quoi. Je sais pas si David, tu as une meilleure. Sans partir trop loin. C'est un peu plus coupé, je pense. Le fascisme, c'est une contre-révolution populaire. C'est un socialisme aristocratique. C'est-à-dire, c'est les principes naturels. Ce qu'il appelle les principes naturels, c'est intéressant, c'est ce qui ressort ça. Mais c'est les principes naturels. Voilà, À disposition du peuple, mais inégalitaire. Oui. Voilà. Mais aristocratique, mais au plan populaire. C'est-à-dire faire comprendre au peuple qu'il y a une hiérarchie entre les hommes. Et qu'en même temps, il peut s'élever, mais en s'en donnant les moyens. Oui. Pardon? Il peut s'élever, le peuple, mais Sans la dimension royale en fait. objectif. On supprime la dimension. Oui, parce que la dimension royale. Mais il n'y a pas de succession, il n'y a pas comme le roi. Après, rien n'empêche que ça puisse donner ça en soi. Même Napoléon Bonaparte, on dit, certains disent un pré-fascisme français. Bon, ça fait un peu anachronique, et il y a des choses à redire, c'est sûr, mais même lui a prétendu être une 4e dynastie française après les Capétiens, quoi. Après, ça n'a pas bien tenu, mais bref, oui, en soi, rien ne s'oppose. Le terme un peu généraliste aussi, c'est nationalisme, oui, c'est vrai. Même si, bon, ça découle du mot nation, c'est vrai. Le fascisme, c'est une contre-révolution aristocratique. C'est un socialisme aristocratique, c'est une contre-révolution populaire. C'est restaurer des principes aristocratiques au niveau de la population, donc il y a une hiérarchie entre les êtres, mais qu'après l'homme peut s'élever par ses mérites, Mais justement, c'est là qu'intervient la notion d'humanisme. La notion d'humanisme, il faut bien comprendre, l'humanisme, c'est la dignité de l'homme. Qu'est-ce qui nous différencie, nous, les hommes, des animaux? C'est notre perfectibilité. C'est-à-dire que la vie, le sens de la vie, c'est de devenir meilleur, par le beau, le bien, le vrai. Ça commence à Platon, et ça s'est mis vraiment en place en Italie. Je crois que le premier, qui a énoncé le principe humaniste, c'est puis de la Merdole, dans son traité de la dignité de l'homme. Voilà. Mais c'est bien sûr avant, avec dans le catholicisme et tout ça, l'humanisme est dans toute l'histoire, et c'est-à-dire c'est que reconnaître à l'homme une dignité, mais cette dignité se fonde sur une perfectibilité. Voilà. Alors dans le catholicisme, c'est Dieu, c'est reconnaître Dieu, c'est d'atteindre au bien, se réformer, réprimer soi-même ses mauvais instincts pour devenir meilleur. Et dans l'humanisme, on l'étend à toute la personnalité. C'est atteindre au beau aussi, au vrai. Voilà, ça c'est l'humanisme italien. Mais après, effectivement, Florian en parle, l'humanisme abstrait, ça c'est autre chose, ça n'a rien à voir. L'humanisme abstrait, l'humanisme politique. C'est sa perversion, en fait. C'est sa perversion. C'est le Parlement, c'est-à-dire, c'est l'homme. L'individualisme. C'est l'homme, auteur de son destin. Que nous subissons. On entend ce mot toujours dans les médias. Oui, mais que ça, le terme est très galvaudé. Ce qui rapproche de gens un peu plus collectivistes. Ouais. Même dans la condamnation du communisme, ça n'invalide pas certaines idées collectives, bien sûr. Donc on s'arrête là, messieurs.